Là, mon gars, c'est pour reprendre une expression un peu périmée, genre, mais t'as glissé une quenelle, mais cosmique, hein. Genre, je te jure, ça là, mine de rien, là, les hyperboréens et tout, genre, un truc qui passerait pour nazi aux yeux de n'importe quel universitaire à la con, tu vois, et branleur de fac, mais c'est juste une bombe. C'est juste une bombe qui répond à trop de questions, qui apporte trop de réponses. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Alexandre. Salut. Salut collègues. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, conversation entre Oleg, moi-même et puis Alexandre Rouget que je suis ravi de recevoir. On va parler de nos livres respectifs, on va parler de la tradition nordique, on va parler de la tradition cathare et on va voir comment ces deux choses-là ont un tronc commun et ont plein de choses en commun. La tradition hyperboréenne, notamment la tradition primordiale. Et donc, voilà. Et je suis vraiment très heureux là. Je le dis ouvertement que Alexandre accepte en fait de critiquer mon livre parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. C'est un auteur quand même assez confirmé, reconnu, journaliste. Et ça me fait vraiment chaud au cœur qui va accepter de faire cette critique. Et puis en plus, il m'a dit qu'il avait a priori, il avait plutôt apprécié. C'est moi qui te remercie, Oleg, et c'est à moi que ça fait chaud au cœur de voir le boulot que tu as réussi à faire en si peu de temps, parce qu'en plus le livre dont tu m'as envoyé la réédition, tu l'as quand même bouclé apparemment en un temps record. T'as fait une synthèse d'une masse de données hallucinantes. Alors évidemment, c'est critiquable, il y a quelques erreurs, quelques défauts qu'on va pouvoir pister, ça c'est sûr. Sur la forme principalement, mais sur le fond, ouais, je me suis vraiment bien éclaté. Chapeau, gars. Merci beaucoup. Ouais, ça me fait vraiment plaisir parce que justement, comme c'est un bouquin dans lequel je fais une grosse synthèse, je vais toucher à plein de sujets différents. Forcément, ouais. Quand tu fais quand tu vas aussi loin, quand tu te refuses comment dirais-je, aucun politiquement correct aussi, que tu veux vraiment trouver le vrai, quitte à prendre des petits risques, quitte à égratigner certains courants dominants, on va dire, dans la pensée même alternative, on va dire, sur Internet. C'est-à-dire que moi, je savais dès le départ que de toute façon, je serais jamais relayé dans les grands médias. Ça, j'avais tiré un trait dessus, c'était clair. Mais je pensais quand même que dans les médias un peu alternatifs, ça pourrait le faire. Mais en fait, je m'aperçois que même chez ces gens-là, il y a toujours quelque chose qui bloque. Notamment, dès que tu parles des civilisations anciennes, là, tout de suite, ça pose un problème. Quand tu parles des pyramides avec un esprit critique, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui censurent. Après, il y en a d'autres qui vont pas censurer ces sujets-là, mais eux, ça va les déranger que je mette en relation la politique du nouvel ordre mondial actuel avec cette histoire-là, avec des choses en rapport avec l'alchimie, avec l'élévation spirituelle. Et ça peut déranger. C'est-à-dire que je parle un petit peu de politique aussi. Je sais pas si tu as vu. Bref, je parle de tout. Ancienne civilisation, politique. Et ça va toujours déranger quelqu'un. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir que ça vienne déjà d'un intellectuel comme toi, d'un penseur, cette critique positive, et puis d'avoir tout simplement enfin une critique, enfin quelqu'un qui a entre guillemets qui a pas peur de parler de ce livre qui dérange beaucoup à mon avis parce que justement j'aborde tous les sujets sans comment dirais-je sans faire gaffe au politiquement correct. Alors deux choses du coup j'aimerais dire Oleg si tu veux bien par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que d'une part effectivement la prise de risque elle est inévitable. Si tu prends pas le risque de déplaire ou de faire peur ou de mettre en colère Pierre, Paul ou Jacques, hein, que ce soit pour des bonnes ou de mauvaises raisons, on s'en fout, mais si tu prends pas ce risque-là, t'as rien à dire. Ce que tu dis, on en a juste rien à foutre, ça sert à rien puisque ça va déranger personne. Donc on s'en fout, voilà. La prise de risque, hein, ça fait partie du, hein, voilà, c'est voilà. Deuxième, un des risques majeurs que tu as pris, et là pour le coup je te dis ça en tant que professionnel, enfin ex-pro de l'édition, de la presse, où ton approche transversale, c'est-à-dire ton sujet, tu l'as pris en entier, puis bon, tu as traversé toutes les couches, les catégories qui pouvaient contenir. En l'occurrence, tu as associé 3 thèmes qui sont effectivement déjà relativement chauds, touchy, sensibles en tant que tels, qui sont l'archéo ancienne, ou archéo mystérieuse, ou archéologie interdite, l'ésotérisme, enfin, la spiritualité, mais l'ésotérisme, et la politique. Associer ces 3 sujets-là et arriver à mettre un peu en rapport les enjeux qui les lient, c'est très rare et c'est encore plus rare quand c'est bien fait. Donc c'est à mon avis, ton principal coup de force, il est à ce niveau-là. Voilà. D'accord, merci. C'est une belle synthèse, quoi. Merci.
Et ouais, bravo. ouais, du coup, moi j'ai lu aussi ton livre, hein. Voilà, les Cathares, 700 ans plus tard. Donc je me suis bien éclaté aussi. Euh, je dirais que ça y a été crescendo. Donc Oui, au début, tu nous il a été expliques un construit. petit peu tout ce que les Cathares ils ont subi. Et puis après, c'est vraiment de l'ésotérisme pur ou de la philosophie verticale, si on veut. Mhm, Et mhm. à la fin, tu termines sur le culte solaire, la croix solaire, enfin bref, tout ce qui est en rapport en fait avec ma tradition à moi, la tradition nordique. Et c'est là Eh, où, la croix solaire, t'as vu. ouais, ouais, là voilà. Et c'est là où en fait on, on retrouve le tronc commun parce que même avant d'arriver là, d'avoir ces révélations-là entre guillemets, enfin ces confirmations, déjà dans la mécanique mentale, dans la façon de penser, je me suis aperçu que c'était exactement la même façon de voir le monde que les Vikings avaient, que les Celtes avaient, c'est-à-dire une vision d'homme libre et une vision surtout une prise de conscience qu'en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que tu es d'accord avec moi sur le fait que si on veut une vraie révolution, un vrai changement, c'est les structures mentales de l'individu qu'il faut changer. Chacun doit faire un Voilà. travail intérieur. Voilà. C'est la seule et unique possibilité. Krishnamurti disait que la seule et unique révolution, elle est intérieure. La révolution extérieure, sociale, violente, avec les barricades et les pavés dans la gueule des flics, ça faut oublier, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, parce que sur le terrain de la force et de la violence physique, ceux d'en face auront toujours le dernier mot. Voilà, ça c'est la société qui veut ça, elle est conçue comme ça et ça ne changera jamais. Donc si tu veux changer ce monde, ça c'est Gandhi, commence par te changer toi-même. Voilà. Georges Brassens disait un peu un truc équivalent du genre tant que chacun n'aura pas pris la peine de se remettre un petit peu en question et de se changer un peu soi-même, ce monde ne changera jamais. Voilà. Donc encore une fois, dans la philosophie, pour le coup, dans la pensée, j'allais dire le paradigme païen, celtique, nordique, tout ce que tu veux, c'est cet individualisme sain, j'ai envie de te dire, où tant que l'individu n'a pas commencé par se prendre en main, se botter le cul, se poser les bonnes questions, se mettre en cause et aller chercher ce dont il a vraiment besoin, rien ne se passe et rien ni personne ne pourra le faire à sa place. Sauf c'est même pire encore, c'est-à-dire que si tu ne le fais pas, il va se trouver des gens pour venir te mettre le grappin dessus en disant tu te poses des questions, tiens, j'ai des réponses pour toi, et puis crash, tiens, à la finale tu te fais avoir quoi. Donc parce que tu n'as pas fait l'effort de te poser les bonnes questions, et du coup ce sont les réponses des autres qui vont s'imposer à toi malgré toi parce que tu n'as pas fait gaffe. Voilà. Et ça aussi tu le vérifies mais sans arrêt. Et puis on voit bien que en réalité, il y a un lien direct entre la façon de voir le monde de nos contemporains, comment nous, en tant qu'hommes, on voit le monde et comment la société fonctionne. C'est-à-dire que il y a vraiment, c'est ça que j'ai essayé de mettre en rapport aussi, c'est le fait que ton travail intérieur, enfin ta vision du monde, euh, ça va engendrer un type de société. Bon alors, justement, donne-moi la banane. Qu'est-ce que tu as aimé dans mon livre? Il y a plein de trucs que j'ai adoré. Ta lecture, déjà simplement au-delà du contenu, pour le coup, j'ai fait une critique positive sur la forme. Au-delà du contenu, le contenu je connaissais déjà à peu près tout, sauf deux trois missiles que j'ai pris dans la gueule auxquels je m'y attendais vraiment pas, mais ça on va y revenir. Au niveau de la forme, tu as une façon de restituer les choses. T'as une façon de synthétiser, de formuler, de restituer le paquet que t'as digéré, qui est remarquable, qui est fraîche, qui est comment te dire. Enfin, c'est comme si tu savais déjà tout ce que t'as appris avant d'écrire ton livre, et que du coup en l'écrivant c'était juste ah tiens regarde, enfin genre t'es au comptoir avec un pote et là t'es en train de dire tiens bah j'ai vu ça, j'ai lu ça, l'autre il m'a dit ça, patin couffin, ta. C'est fluide, c'est simple. C'est jamais vulgaire, mais ça reste simple, accessible. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la vulgarisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce sont des choses assez pointues, des sujets qui ont toujours été en plus cantonnés de manière parfaitement hypocrite et frauduleuse, mais des sujets qui étaient cantonnés dans des catégories soi-disant inaccessibles au commun des connards. Si t'es pas universitaire, diplômé de ci, de là, machin, tu ne peux pas accéder à ces savoirs-là. Sauf que toi, bim boum, t'arrives, effectivement, trois références. Alors Savoret, Fabre d'Olivet, Guénon, on les connaît, Internet. Bon, quand tu sais gratter un peu, quelques sources en anglais aussi, il en faut parce qu'en français, on a quand même pas mal de carences sur certains sujets. Ça, je commence à m'apercevoir. Mais et du coup, voilà, tu t'es
payé le luxe, que je salue aussi au passage, de ne pas citer tes références, sauf une fois, je crois, en fin de chapitre, ou alors Guénon, Savoret, Fabre, même pas les titres d'ouvrage, genre rien à foutre. Là, vous voulez chercher, démerdez-vous. En fait, Alors, il y en a trop des bouquins à lire. Et je vais même te dire, je vais être honnête avec toi, j'ai pas lu tous leurs bouquins. Moi, la plupart, enfin, si, j'ai lu quand même, à chaque auteur, j'ai lu forcément un bouquin au minimum. Mais après, ce que je veux dire, c'est que parfois, certains extraits de ces auteurs, j'ai pas lu leurs livres. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour Guénon, il y a pas mal de choses que j'ai récupérées directement sur le net, des extraits de ces bouquins. Et je lis directement l'extrait intéressant, comme ça, j'ai pas besoin de me coltiner tout le bouquin. Et c'est aussi pour ça que, en fait, je veux pas trop orienter les gens, tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai pas vraiment été orienté. C'est-à-dire que c'est mon ressenti, mon intuition, le titre du bouquin, j'y tiens, ce bouquin-là, je vais l'essayer. Et j'ai pas envie que les gens répètent exactement mon schéma mental en relisant exactement les mêmes livres pour arriver exactement à la même chose. Donc, je donne les auteurs en leur laissant la liberté de choisir, tu vois, après, par quel chemin passer, tu vois. Eh ben, le talent, il est là. La prouesse, elle est là. C'est que, effectivement, on sent que c'est ta lecture que tu proposes, c'est ta vision des choses, c'est ta compréhension du sujet. Et pour le coup, à charge pour le lecteur de prendre position par rapport à ça, mais tu le prends pas en traître. C'est assumé et pour le coup, je te dis, ça témoigne d'une maturité intellectuelle et morale quand même assez poussée. Merci, c'est gentil. J'ai des universitaires, j'en ai pratiqué, des journalistes, de l'édition, des ci, des là, des auteurs, des chercheurs, machin, mais là, mon gars, c'est pour reprendre une expression un peu périmée, genre, mais t'as glissé une quenelle, mais cosmique, hein, genre. Je te jure, ça là, mine de rien, là, les hyperboréens et tout, genre, un truc qui passerait pour nazi aux yeux de n'importe quel universitaire à la con, tu vois, et branleur de fac, mais c'est juste une bombe. C'est juste une bombe qui répond à trop de questions, qui apporte trop de réponses, qui ne prend aucun risque inutile, qui fait les choses bien propres. Il n'y a pas une once de négatif dans ton livre. Il y a quelques pointes un peu acerbes quand tu désignes tel ou tel machin. Il y a 2 ou 3 trucs sur lesquels effectivement je pourrais peut-être te reprendre parce qu'au niveau du fond, on sent que bon, peut-être que chez toi il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait identifiées, réglées, patin coup fin, peu importe. Mais je veux dire, la qualité d'ensemble de ton truc, la force que tu as eue et la maturité que tu as eue pour t'approprier tout ce discours ultra dense et ultra sensible en plus, hein, parce qu'il pèse une charge de censure et d'oppression sur ces contenus-là qui est quand même qu'il faut arriver à péter, tu vois, c'est exactement comme on pète une écorce pour accéder à la sève. Ça, tu as réussi à le faire très vite et tu as réussi à ingérer cette sève, à la digérer et à la restituer sous forme de, voilà, dans ce texte. D'une manière accessible, d'une manière agréable, d'une manière ludique, parce qu'en plus il y a des moments franchement on rigole, donc ça aussi fallait le faire. Hein. Ouais. Donc si tu veux, c'est quasiment un sans faute ton livre, Oleg. Je te le redis. Ah non mais là ouais, tu peux être content de toi. Hein. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment, surtout venant de toi, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal en tout cas à recevoir une promo de la part des médias alternatifs que je pensais que j'aurais pu en avoir une. Certains m'ont donné la réponse. Il y en a, ils ont avoué que ceux qui traitent souvent des anciennes civilisations, eux, c'était pour eux trop politique. Ils acceptaient pas que je dénonce la politique exagérée, migratoire et du nouvel ordre mondial, et que je mette ça en relation justement avec ce que les empires ont toujours fait. Donc eux, ils aimaient pas le côté politique. Même si, t'as vu, je dis ça comme ça, quoi. C'est pas l'objet du livre, hein. C'est juste, voilà, dans le livre, je dis ça, je dis ce que je pense, mais ça représente pas le contenu du livre, pardon, qui est vraiment une synthèse historique assez longue et puis ésotérique. Et inversement, chez ceux chez qui ce discours contre le nouvel ordre mondial, on va dire, ne dérange pas, eux, ce qui les dérange, c'est que je vais chercher derrière les secrets du Vatican, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon livre, il y a des secrets du Vatican. Non, tu remarqueras, c'est là où c'est fandard. Ça, tu pourras t'amuser à le faire. Alors, ceux qui te disent, non, mais les civilisations disparues, ça nous intéresse, mais par contre, quand ils parlent de politique, nous, on peut pas. Enfin, en gros, ils ont les jetons, les mecs, hein, ils ont tout simplement les jetons. Mais moi, il a eu l'honnêteté de me le reconnaître, ce mec-là. J'entends. Non, mais il a reconnu qu'il acceptait pas ta démarche. Il a pas dit qu'il avait les jetons. On est d'accord? Ouais. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Bon, c'est un mi-chemin, on va dire. Ouais, voilà. Et dans le deuxième cas, le Gus qui te dit ouais non t'as raison, le nouvel ordre mondial, nous aussi on est contre, mais par contre pourquoi tu critiques le Vatican? C'est une espèce de connard. À ton avis, qui c'est qui est derrière le nouvel ordre mondial si c'est pas le Vatican, gros con quoi. mais sans déconner, pourquoi tu vas pas, si tu critiques le nouvel ordre mondial, gars, à ton avis il y a qui derrière le Vatican? C'est un des pôles principaux de ton putain de NOM.
Donc de quoi on parle? Si tu veux pas critiquer le Vatican, tu veux critiquer quoi? Donald Trump, Emmanuel Macron, vas-y connard, reste à jouer à ta Game Boy. Enfin, si tu veux, arrête quoi, tu vois. Donc c'est bon, tu les emmerdes. Encore une fois, essuyer ce genre de refus comme tu les as essuyés, Oleg, ça signe plutôt la qualité de ton boulot. D'accord? Et ça veut dire que tu as fait mouche. Ça veut dire que c'est pas pour le coup, c'est toi qui me le dis. Genre que je constate juste par rapport aux 2 anecdotes que tu as eues, les 2 refus que tu as essuyés par rapport à la promo de ton bouquin. Quand tu me cites les raisons pour lesquelles les mecs ont pas voulu en parler, ben dans ces raisons-là, tu les loges comme fake. D'accord? Tu les mets à poil et à un moment, on se rend compte que toi, tu as fait le boulot par contre. Toi, tu as fait le boulot. Moi, j'estime qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut passer la 3e, quoi, dans cette révélation qu'a démarré sur Internet de tous ces gens-là qui se disent, nous, on est contre le système. Nous, on va dévoiler, on va mettre le système de manipulation à nu, comment il nous gouverne et tout. Moi, je me rends compte que j'essaie vraiment d'aller faire le boulot à fond, mais il y en a qui, en fait, se sont arrêtés, quoi. Bon, voilà, on va pas citer des noms. Il y en a qui se sont arrêtés clairement, et c'est vrai qu'en France, on sent l'influence catho qui est très forte. Et donc, voilà, moi, je fais le travail à fond. J'estime que voilà, on est dans une époque et c'est ça aussi la façon de s'élever intérieurement, c'est de ce travail de vérité et d'avoir le courage de la dire pour essayer de rétablir une certaine justice. Et ces valeurs de justice et de vérité, tu m'as dit c'est le pilier du catharisme. Bah, sache que c'est également le pilier de la tradition nordique et ce sont les valeurs de Tyr incarnées par la rune Tivaz, justice, vérité, courage. Hein, donc ça, on a ça en commun, hein, mec. Et bah, comme par hasard, la rune de Tyr a été interdite, là, tu sais, aux Jeux Olympiques. Je sais pas si t'as suivi. Ouais, mais j'ai relayé ton post sur ma page. J'ai halluciné. Elle est super, la vidéo que t'as faite. Bravo. Merci. Bravo. Et comme tu vois, on est bien d'accord que ces gens-là qui nous dominent, ils sont contre la justice, contre la vérité. C'est pour ça que tous les symboles puissants comme cette rune de Tyr, c'est interdit. Ils ont horreur de ce courage, de cette virilité parce que ils dominent sur la faiblesse, quoi. Et ils dominent à partir de mensonges. Donc pour eux, justice et vérité, c'est les valeurs ennemies, quoi, pour eux. Ah bah c'est l'antidote, hein, c'est l'antidote à tout. Hein. T'es juste, t'es vrai. D'abord avec toi-même, ensuite avec le reste du monde. Je le sais, mais t'es invulnérable. Tu deviens berserk, hein, y a pas de souci, quoi. Mais clairement, encore une fois, le corps glorieux, la transe guerrière, le mec il est au-delà de lui-même parce qu'il est transcendé par, pour le coup, la puissance verticale qu'il a su connecter et puis qui reçoit de là-haut, hein, de la déesse. Justice vérité, c'est la voie royale. Ouais. Royale. Et quand je dis royale, hein, je suis aussi dans la stricte obédience guénonienne de l'initiation chevaleresque, l'initiation du kshatriya, l'initiation du guerrier, d'accord? Justice, vérité. Si t'es pas ça, bon bah reste marchand ou torche-cul. Voilà, marchand du temple, marchand de je sais pas quoi. Et c'est ça aussi que j'aime chez les Cathares, c'est que comme tu disais dans le bouquin, le Jésus authentique disait soyez droit, soyez vrai, et il y a une conduite juste. Et c'est ça la voie, quoi. C'est d'abord être dans sa vie, dans ses actes, dans sa façon de vivre, en accord avec ses principes intérieurs. C'est pas forcément faire tant de prières ou tant de méditation. Non, c'est vraiment dans sa vie de tous les jours, se réaliser, quoi, et être droit, être juste dans les actes. Et c'est ça le premier chemin avant de commencer à partir dans des trucs spirituels qui sont utiles aussi. Hein. Mais c'est d'abord ça, quoi. C'est d'abord la justice et la vérité. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, je dis mais en fait les Cathares c'est vraiment une tradition hyperboréenne. Et après effectivement quand j'ai vu que c'est votre dieu principal, pour moi la mythologie nordique, je suis plus Tyr que Odin parce que Odin est arrivé un peu après justement avec cette révolution des valeurs, hein, comme je te disais que la justice et la vérité sont passées au second plan. Et vous votre dieu à vous c'est Ahura Mazda. Après le prophète c'est Zoroastre. Notre dieu à nous, moi mon dieu il s'appelle Dieu, hein, comme. Ouais, non, comme je veux dire l'icône principale, quoi. Effectivement, nous on n'est pas des. Il n'y a pas beaucoup d'icônes chez les Cathares. Il n'y a pas beaucoup d'icônes chez les Cathares, camarades. Hein. On en a très peu aussi. Il y a la croix, il y a la colombe, il y a quelques le symbole. Je devrais dire plutôt le symbole principal. Et ainsi de suite. C'est un principe. Ahura Mazda, c'est un principe. Ouais. Et ce que je voulais dire par rapport à ça. Tu vois, pour dresser un peu la liste des points communs. Oui. Qui montrent bien qu'on vient de la tradition hyperboréenne, hein, cet axe principal. Ahura Mazda disait à un moment donné, c'est des textes iraniens, je crois. Hein, ouais, l'Avesta. Voilà, l'Avesta. Il disait, il disait à Yima, je vous conseille de construire un Vara parce que bientôt il va y avoir un cataclysme.
un cataclysme qui va geler et glacer toute la zone. Et il lui disait qu'il fallait construire ça à l'endroit du monde où le soleil ne se lève qu'une fois par an. Donc, c'est-à-dire au pôle, en fait. Mhm. Donc, tu vois, ça démontre, enfin, c'est très simple, mais ça démontre bien que la tradition iranienne est plus authentique que la tradition occidentalisée, parce que on voit bien cette origine polaire qui n'est pas masquée dans ces écrits-là, en fait. Voilà. Mais c'est aussi la raison pour laquelle les Cathares ont tellement bien marché et la raison pour laquelle ils ont été tellement bien exterminés, c'est qu'effectivement, Jesus Christos, ça, c'est le soleil. Hein. Voilà. C'est le soleil, hein, comme disait encore l'autre là. Mais les Cathares, c'est que ça. Enfin, la croix occitane qui est là, bah, évidemment, les 12 boules, les 3 boules que tu as à chaque branche, ce sont les 12 signes du zodiaque. Donc, on a encore une fois affaire à une roue solaire. Les manichéens, les manichéens qui étaient des chrétiens gnostiques qui font partie de la chaîne de continuité pour le coup entre Zoroastre, Pythagore, les mystères grecs, puis égyptiens, Thoth-Hermès, jusqu'au Moyen-Âge européen, les Bogomiles en Bulgarie, puis les Albigeois chez nous là en Occitanie. Les manichéens donc faisaient 7 prières, enfin les élus, c'est-à-dire les mecs qui avaient pris des vœux, qui étaient vraiment à un niveau un peu élevé, ils faisaient 7 prières par jour au soleil. 7. Au soleil. Au soleil, donc tu te colles devant le soleil, tu fais ton truc, tu prononces ta formule, j'en sais rien ce qu'il faisait, tu respires, tu médites, t'envoies un petit kapalabhati là, l'exercice de respiration pranique ou ce que tu veux, on s'en fout, mais en tout cas tu connectes avec le soleil d'une manière ou d'une autre, t'envoies une formule ou pas, tu te prosternes ou pas, tu te couches ou pas, on en a rien à foutre, tu te bricoles ton rituel, tu fais ton protocole, mais tu te connectes au soleil. Tu te juste connectes au soleil 7 fois par jour. Et donc ça, c'est pour les élus. Les auditeurs, ce qu'on appelait les auditeurs, qui étaient les simples adhérents, on va dire, les simples sympathisants, eux, c'était 4 fois par jour. D'accord. Donc, à un moment, quand tu vois le mode de vie qu'on a, nous, effectivement, déjà coupé de la nature, coupé du ciel, coupé du soleil, déjà quand tu lèves les yeux vers le soleil, c'est pour te cramer les rétines. Il y aurait des choses un peu à gratter là aussi derrière. C'est le docteur Éric Lefébure, qui avait parlé de ça, le phosphénisme, qui consiste effectivement à essayer de connecter le soleil par les yeux, mais de manière à pas te cramer la rétine. Ça a des bienfaits thérapeutiques et hallucinants. Ça te booste le système immunitaire. Ouais, je t'enverrai la référence. Docteur Lefébure, il appelait ça il a appelé ça le phosphénisme et c'est sérieux, hein, c'est ultra carré quoi. Et donc voilà, encore une fois, voilà. Donc comme tu disais, voilà, la référence solaire, oui, tu la retrouves chez Zoroastre, enfin Zaraostre, tu la retrouves chez les Égyptiens, tu la retrouves chez les Celtes, tu la retrouves chez les Cathares parce que c'est la même équipe. Tout à fait. Et c'est pour ça que ces traditions-là ont été moins caviardées par le clergé judéo-catholico-romain que nos propres traditions dites occidentales. Et c'est pour ça qu'on retrouve des choses vachement plus intéressantes, notamment concernant l'origine polaire, dans les Védas et dans les Avestas iraniens. Et voilà. Mais tu retrouves aussi là, on retrouve la logique aussi que je développe dans mon livre par rapport à ces hyperboréens qui ont voyagé et qui ont répandu cette tradition. Ouais. Puis, cette tradition, je vais dire, les Cathares, ils sont restés fidèles, bien sûr en l'adaptant à leur époque, les Nordiques aussi. Et en face, on a eu des gens qui ont usurpé, qui ont travesti, qui ont en fait inversé comme d'hab. de cette tradition pour mettre les hommes à leur service, pour les exploiter, quoi. Voilà, ouais. Et à quoi tu vois que alors ça pour le coup, nous devons être 2, 3 ou peut-être 3,5 au monde à le dire. Non seulement à le savoir, mais à le dire en public, que les Cathares connaissaient l'origine hyperboréenne de l'humanité, d'accord. Ça, encore une fois, on ne peut le savoir ou le comprendre ou le déduire que en référant à des éléments très simples et qui sont beaucoup trop simples pour la grande majorité des chercheurs sous le nez desquels ça va tomber, mais qui est que le château de Montségur, donc le sanctuaire emblématique et de la gnose occidentale en général et de la spiritualité cathare en particulier, mais au solstice d'été le 21 juin, le Castel, il est aligné sur la constellation du Bouvier, d'accord? Attends, ne quitte pas, j'enlève juste mon puce que j'ai chaud. Allez, ça va. Parce que là, on parle de soleil, je commence à avoir chaud. Ouais, ça commence à turbiner un peu. Le solstice, alignement sur alors, le château de Montségur, vas-y, donc qui est aligné avec le soleil, comme les mégalithes celtiques. Avec la constellation du Bouvier, alignement vertical.
Voilà, donc je te disais que le château de Montségur, au moment du solstice d'été le 21 juin, il est aligné à la verticale, donc le château en bas et au-dessus à la constellation du Bouvier. D'accord. Le Bouvier, c'est le titre d'une chanson, de peut-être la seule chanson cathare authentique qui nous soit restée, le Boyer. Hein, quand le Bouvier revient des champs, il plante son aiguille. Il est assez connu. C'est dedans que tu as le mantra, D'accord. le seul mantra occidental, con lo Boyer vende la oral, planta son aguillade. A, E, I, O, U. Cet A, E, I, O, U là, les 5 voyelles, c'est l'aoum, hindou. Le monosyllabe sacré, d'accord? C'est le même. C'est lui. Il est aussi puissant, il marche aussi bien, et ça, je peux te garantir que t'envoies ce petit mantra-là, 5 voyelles, dans une église un peu barrée, comme on en a par chez nous, là, un templière, ou dans un château cathare, ou même dans la nature, là, dans une grotte, tu vas mobiliser du monde, hein. Ça va être entendu. Voilà, bref. Donc ça pour te dire que donc voilà le Montségur aligné à la verticale de la constellation du Bouvier, qui est décrite, comme nous dit Wikipédia pour le coup. Il s'agit d'un laboureur qui conduit les 7 bœufs, les septèmes triones de la constellation de la Grande Ourse. Ah, voilà. Et la constellation de la Grande Ourse, comme tu le sais au moins aussi bien que moi, c'est la constellation d'origine d'une bonne partie des dieux et des déesses à l'origine de l'humanité. Donc les Cathares connaissaient cela. Voilà. La Grande Ourse, il est à la zone arctique, à la zone polaire. Hyperborée, qui vient, voilà, hyperborée arctique qui vient du grec arctos, qui veut dire l'ours. Voilà. Voilà. Et ouais, donc la connexion, elle est là. Ouais, ils ont aligné avec cette constellation-là pour faire référence à la Grande Ourse, quoi. À l'origine, ouais, voilà. À l'origine, toujours se souvenir de l'origine. Et c'est vrai que moi, t'as vu dans mon livre, en fait, au départ, je parle aussi de mon cas personnel et entre guillemets de tous mes contemporains jeunes de type européen. C'est qu'en fait, et nous occidentaux, d'une manière générale, on nous a complètement coupé de nos origines. Et c'est vachement important, tu vois, les anciens, eux, ils faisaient toujours référence à cette zone du Nord parce qu'ils savaient que c'était l'origine et ils savaient que si tu veux être, il faut savoir d'où tu viens, quoi. Et moi, ce que j'essaie de faire dans mon livre aussi, c'est ça, c'est de réparer et de dire aux gens, bah voilà, les Européens, on vous en raconte, surtout en ce moment, on vous raconte que vous venez d'Afrique, enfin bref, on a une histoire en fait totalement dévalorisée. On n'est plus du tout fiers de nous. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'est ce que je dis dans mon livre. Mon projet, c'était de devenir noir, en fait. Enfin, je m'appréciais pas, si tu veux, physiquement comme j'étais. Et j'avais une sale image parce que voilà, j'étais gavé de la culture, on va dire moderne. Et au final, je m'aperçois que non, je devrais être fier d'où je viens, de qui je suis. Et la notion d'origine et savoir d'où l'on vient et en être fier, c'est même dans une démarche spirituelle, pour moi, c'est le point de départ. C'est vital. C'est vital. Ouais. Si tu ne t'aimes pas toi-même, genre tu pourras jamais aimer rien ni personne. Ça commence par là. Hein. Pour le coup, Jésus-Christ, c'est quand même pas là, aimez-vous les uns les autres, d'accord? Mais pour arriver à aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait effectivement la fine équipe Ayavé là qui s'occupe de nous depuis quelques décennies? Falsifier notre histoire, la détruire, notre culture, la détruire, la trahir, la galvauder, la souiller et faire en sorte que nous ayons honte d'être qui nous sommes. Tout à fait. C'est tout. C'est que ça. La première partie de ton livre qui parle de ça, enfin, la première partie vite fait, je m'y suis retrouvé à 100%. Moi, à 20 à 25 balais, j'étais dans le même état. Sauf que moi, j'avais aucune envie de devenir noir, si tu veux. J'étais plutôt en mode, bon, bah, écoutez, les gars, vous êtes bien gentils, mais chier sur mon drapeau et insulter mon pays et me cracher à la gueule à longueur de journée, à la radio, à la télévision, à l'école, dans l'université, ou tout ce que vous voulez. Ça va 5 minutes, mais non. Quoi, tu vois, voilà. Non. On va passer à autre chose, quoi. Donc, mais alors voilà. Pour ça, d'abord, effectivement, se réapproprier qui nous sommes et qui nous sommes. Alors au plus loin, du plus loin, parce que bon là, on a fait des raccourcis hardcore, mais donc en l'occurrence la constellation du Bouvier et de la Grande Ourse. Mais que nous dit encore une fois le bon sens populaire et le langage commun, une expression clé qui consiste à, pour dire de garder la tête bien branchée aux étoiles et les pieds bien ancrés sur terre. On dit de ne pas perdre le nord. Exactement, ne pas perdre le nord. Ouais. Garde le nord, garde le cap. Voilà. Le cap, la tête. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est vachement important. Voilà. Pour toute démarche d'élévation, il faut déjà avoir même si on va dire que ces choses-là, il y en a, ils vont dire c'est par rapport à l'ego, un petit peu. Mais il faut déjà. Enfin, l'ego doit pas être détruit non plus, quoi.
Mais on les emmerde avec leur ego, ils nous cassent les couilles. Les premiers à te critiquer l'ego, à dire il faut domestiquer l'ego, il faut le tuer, il faut le. C'est les premiers à être dedans, genre mais l'ego c'est cool, l'ego ouais j'en veux, d'accord. L'ego j'achète. Putain mais vive mon ego. Si t'as pas d'ego, t'es quoi? T'es rien, t'es un clébard, t'es un chien, t'es un animal. Hein, l'ego, c'est le mental, d'accord? Le mental, en latin, mens, mesure. C'est ce qui nous permet de mesurer. C'est la mesure qui, la fonction, pardon, qui nous permet de mesurer qui nous sommes, mesurer ce qui se passe, mesurer tout, mesurer les durées, mesurer les distances, mesurer le, d'accord? Le mental, c'est juste le putain d'outil qui nous distingue des animaux et qui fait de nous des humains. Hein, le latin mens a donné l'allemand mensch et l'anglais man, l'homme. C'est-à-dire que l'homme, dans ces deux langues modernes, est spécifié, désigné par la capacité mentale. Donc à un moment, chier sur l'ego, je veux bien, mais si tu continues, ça, il va se venger si tu veux. Faut vraiment plus. Et puis, encore une fois, c'est la logique qui consiste à dire ce à quoi tu résistes persiste, d'accord. Donc plus tu vas lutter contre, plus tu vas le nourrir et le renforcer. Et donc plus tu seras son jouet malgré toi, d'accord. Tu vas te faire manipuler la gueule et ça va marcher en sens inverse. C'est exactement ce qui se passe. Donc l'ego, ouais, c'est cool, j'en veux, j'achète. Assume-le. Si tu l'assumes trop et que t'en as trop, bah tu te prendras des claques dans la gueule parce que ce sera rétabli par la justice immanente, hein, ça y a pas de souci. Tu seras recalé dans le droit chemin, mais juste assume ton ego, vas-y quoi. T'as des choses à dire, dis-le. T'as envie de te faire beau et de montrer ta gueule, fais-le. T'as des, je sais pas, mais l'ego, oui, l'ego est à mettre au service de la raison, de la psyché, on va te dire, le petit moi est à mettre au service du grand soi. Bon, ça, ce sont des belles paroles. On peut, ça ne peut se comprendre que si on l'éprouve et qu'on le vérifie. Ce sont des processus qu'on va pas expliquer comme ça sur YouTube en 2-2. Mais à un moment, l'ego, effectivement, ouais, est à mettre au service de quoi? Au service de toi, de qui tu es, de ta justice et de ta vérité. Et ton outil pour exprimer, manifester ta justice et ta vérité dans ce monde, c'est l'ego. Alors ouais, vive l'ego, quoi. Ouais, tout à fait. Il faut déjà s'aimer un petit peu soi-même, s'identifier un petit peu à ses ancêtres, à ses racines. Donc avoir un ego, je dirais sain en fait, hein, un ego sain proportionnel, pour pouvoir monter vers le soi, quoi. Parce que aujourd'hui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est a un sens. Donc si on a un ego, c'est pas pour le tuer, c'est qu'il a une raison d'être. Et actuellement, moi, je vois les jeunes de ma génération et encore plus les plus jeunes. Ils ont ils vont construire un ego tellement loin d'eux-mêmes parce que tellement ils vont avoir honte de ce qu'ils sont qu'en fait, c'est pas un ego sain, authentique, et ça va vraiment être la fuite de soi en fait. Ça va être voilà, regarder toujours vers le sud, regarder vers des religions étrangères, etc. Alors qu'en fait, ils ont déjà tout de par leurs racines, de par leur tradition, mais seulement on leur raconte tellement de bobards qui fuient cette identité-là, alors qu'en fait, c'est en s'identifiant à leur véritable identité authentique qu'ils vont pouvoir être tranquilles avec leur ego et qu'ensuite, ils vont pouvoir s'élever dans une démarche spirituelle. D'autant que tu sais que pour l'élévation spirituelle, nous sommes tous différents. Les Occidentaux ont leur tradition, ont une tradition plus adaptée à eux. Les Asiatiques vont avoir une tradition plus adaptée à eux. Les Africains vont avoir... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi qui est fondamental et que beaucoup de gens, même encore aujourd'hui, qui traitent d'ésotérisme, ignorent ou refusent de dire par peur, tu vois, d'être amalgamé, tu vois, extrême droite, raciste et tout. Mais il y en a beaucoup parce que regarde le nombre d'Européens qui deviennent bouddhistes. Ah bah alors attends, Oleg. Est-ce que tu allais dire une saloperie? Vas-y, continue. Non, mais tu vois le nombre d'Européens qui deviennent bouddhistes. En fait, pour moi, c'est des gens qui n'osent pas s'aimer en tant qu'Européens et qui du coup vont chercher en Asie ou alors il y en a beaucoup aussi des Blancs qui kiffent les Indiens d'Amérique parce qu'effectivement ils se reconnaissent pas dans la tradition romaine. Ça, on est d'accord, toi et moi là-dessus, on les comprend. Oui, c'est plutôt bon signe. Dans leur tradition, la tradition celtique, nordique, pourquoi ils sont obligés d'aller chez les bouddhistes et tout? Parce que encore une fois, on a été éduqués, nous, Européens, dans la haine de nous pour qu'on ne se rapproche pas de notre tradition, pour qu'on ne puisse pas s'élever convenablement. Parce que il n'y a pas à dire, la façon bouddhique ne convient que très peu à un Européen. C'est trop dans la contemplation. L'Européen a besoin d'action. Et c'est pour ça qu'ils nous ont coupé de notre tradition et qu'ils ont diabolisé notre identification. Donc je dis à tous les Européens là qui font du bouddhisme, c'est très bien, c'est que voilà, c'est très bien. Vous avez senti que la tradition catho-romaine n'est pas pour vous. Mais par contre,
il y a d'autres choses. Parce que je leur dis, il y a les traditions plus adaptées à vous. La tradition cathare en fait partie, et la tradition celto-nordique aussi, quoi. Alors moi, ce que je vais leur dire, Oleg, par rapport à ça, puisque le bouddhisme, j'y suis passé, et j'ai dû passer par le bouddhisme pour retrouver la tradition occidentale. Et ben moi, j'ai fait le même chemin, mon ami. Exactement Bon, pareil que toi. bon, bah alors voilà, moi du coup j'ai envie de leur dire à ces Européens qui vomissent l'Occident parce qu'ils connaissent pas encore trop bien notre tradition, machin, et qui vont du coup, qui recourent à des traditions orientales, genre mais allez-y, foncez quoi. Et par contre, allez-y à fond et faites-en le tour si tu veux. Parce que moi, je suis toujours affilié au bouddhisme. Hein, quand j'ai touché le Vajrayana, enfin j'ai touché des rituels, à un certain niveau d'affiliation, tu l'es. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc je serai toujours, j'appartiendrai toujours à la tradition bouddhique. Cependant, j'ai connecté aussi ce niveau où elle est identique à la tradition gnostique, christique, cathare. Ce qui me permet de te dire aujourd'hui qu'à un moment, au-delà des, c'est comme quand tu gravis une montagne. Au bas de la montagne, tous les chemins sont vachement éloignés et très différents les uns des autres. Par contre, plus tu te rapproches du sommet, plus le chemin devient identique. Hein. C'est des petits sentiers, machin, ça devient la même chose. Donc à un certain niveau d'élévation, on parle de gnose, on parle d'ésotérisme, on va pouvoir parler d'alchimie également parce que tu as l'équivalent rigoureux chez les orientaux de l'alchimie occidentale, de l'hermétisme. Et là, oui, que ce soit en catharisme ou en gnose ou en bouddhisme ou en hindouisme ou dans le zen, là, on est en gnose et on est tous frères parce qu'on a tous capté les mêmes choses, on a tous parcouru les mêmes réalités et on poursuit chacun le même but, encore une fois, de justice et de vérité. Tout ça pour te dire que effectivement, moi, comment te dire, avant de toucher, enfin, au moment où je touchais le bouddhisme, j'ai quand même un peu vacillé sous l'influence de René Guénon qui te disait, là, encore une fois, une influence pour s'en défaire, il faut commencer par l'assumer. Hein. Donc j'ai assumé mon influence guénonienne. Guénon me disait, si vous voulez, pour entrer en ésotérisme, il faut s'affilier à la tradition de votre propre culture. Donc je me suis dit, bah putain, chez moi, c'est l'église catholique. Merde alors. Donc je suis allé voir un putain de curé à la paroisse où j'étais à Paname, hein, Sainte-Marie-des-Batignolles. C'est une paroisse bourgeoise, odieuse, tu vois. Et j'ai suivi le catéchuménat. Non, mais tu vois, je racontais chez pas celle-là, puis elles vont sont pesant de. Le mec me dit, donc grand bourgeois, libéral, conservateur, grantin, tu vois, il me fait le catéchuménat, c'est-à-dire qu'il est censé me faire mon éducation évangélique, le mec, hein, genre ah oui, alors on va parler de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il t'apporte dans la vie, quelle lumière, ah oui, quel bonheur, ah là 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 là, tu vois les bigots de merde. Et il y avait dans l'actualité à ce moment-là la vague de suicide à France Télécom. Tu sais qu'il y avait des employés que ces gros cons voulaient caviarder, voulaient pousser à la démission, parce que ça coûtait trop cher de les licencier. Donc ils les ont harcelés, humiliés, insultés pour les pousser à la démission. Sauf que ça a tellement bien marché que t'en as qui ont craqué, qui se sont suicidés. Donc t'as une petite vague de suicide à cette époque-là à France Télécom. Et le Canard enchaîné avait sorti le truc. Hein, voilà, ça s'appelle du harcèlement, c'est odieux, c'est une honte et c'est inhumain. Mais c'est pour ça que ces gens-là se sont tués, d'accord? Parce qu'ils ont été humiliés, insultés par des putains de DRH sordides sous la pression de la direction. Bref. Donc on parle de ça avec mon grand bourgeois qui me fait le catéchuménat. Et le mec me dit ah ouais non mais ça ce sont des gens qui ont pas su s'adapter aux techniques de management à l'américaine. Attends connard, on est en train de parler de l'évangile et tu me dis que c'est normal que ces gens se suicident parce qu'ils ont été harcelés, brimés. J'étais séché si tu veux, c'était mais à vomir, à vomir. Donc là j'ai vraiment abandonner, couper les ponts pour de bon avec tout ce qui avait un rapport de près ou de loin avec les catholiques et cette saloperie d'église de merde, hein, qui est une horreur de A à Z. Et je me suis vraiment avancé vers le bouddhisme et j'ai pu rencontrer, grâce au bouddhisme, je le dis bien, grâce à la tradition bouddhique, rencontrer la tradition occidentale, christique, gnostique. Donc, ce détour-là, pour moi, il a été vital. Mais à un moment, voilà, enfin, je pense que tu le sais aussi, tu ne peux arriver à faire ce genre de boucle ou ce genre de circuit de parcours un tant soit peu cohérent, enfin, pertinent et cohérent, que si et seulement si tu y vas comme un mort de faim. Hein. J'ai eu un maître bouddhique, un maître Shugen, qui m'avait dit, on avait un peu correspondu par mail avant que j'aille le voir en stage, on va dire. Le mec me dit, au début de la pratique, gars, tu te jettes dedans avec la fureur d'un possédé. Voilà, quand tu te lèves le matin à 6h du mat pour faire ta demi-heure ou ton heure de zazen, hein, de médite, si tu fais pas ça avec au ventre la fureur et la rage du mec qui est sur le point de se faire tuer au fond de sa tranchée, ou tu vois, c'est même pas la peine d'y aller. Avec la fureur d'un possédé. À partir du moment où tu vas suffisamment fort, suffisamment à fond, il peut rien t'arriver. Ça, c'est un critère de spiritualité essentiel qui est l'intensité. L'intensité. T'y vas à fond ou t'y vas pas. Voilà, je terminerai en te citant une de mes paroles du Bouddha préférées, mais j'ai essayé de la sourcer, j'ai pas trouvé la référence, je sais même plus d'où je l'ai entendu, mais c'est pas grave, ça c'est un one shot, c'est un diamant. Il y a 2 erreurs à ne pas commettre dans la vie. La première, c'est ne pas y aller. La deuxième, c'est ne pas y aller à fond.
Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, ça, c'est vraiment typiquement, enfin, c'est l'esprit viking, hein, en fait. C'est Grave, vraiment les mais valeurs de grave. courage, d'honneur, d'y aller à fond, quoi. Et c'est ça Bah, aussi tu me qui parlais j'avais vu aussi dans le bouddhisme qu'il y a deux courants bouddhiques aussi. C'est pour ça je disais attention au bouddhisme, les Européens, c'est qu'en fait, tu as le bouddhisme qui est très, justement, on va tuer l'ego, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et après, tu as le vrai bouddhisme guerrier. Et c'est celui-là qui m'a fait la connexion avec la tradition européenne, et notamment Mhm, grâce, moi, personnellement, c'est un livre de Julius Evola qui s'appelle La doctrine de l'éveil. Et je crois que mhm. c'est un livre qui vaut son pesant d'or, franchement. Et là, vraiment, j'ai fait le lien. J'ai dit, voilà, ça y est. Je retombe en fait sur mes ancêtres, sur ma tradition. Et au même moment, j'avais découvert que les Normands étaient vikings. Parce que ça, c'est hallucinant aussi, la propagande de fou. Moi qui suis normand, on ignore carrément les origines du nom Normandie qui vient des hommes du Nord vikings. Et c'est là où j'ai connecté. J'ai dit, waouh, là, il y a une étincelle. Toi, je me suis dit, on m'a menti à ce point. C'est-à-dire que ce que j'ai besoin, la méditation, ces choses-là, c'est pas un truc asiatique, c'est aussi un truc Mais bien sûr, normand de mes ancêtres. occidental, occidental, mais Ouais. bien sûr, évidemment. Et c'est pour La- ça, la- la- ce livre-là et Jules Evola, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Et voilà, je connais un petit peu, j'ai un petit peu fréquenté, je connais pas la doctrine de l'éveil. Bon, c'est sympa, ça peut servir de jalon de marchepied à un certain moment, mais voilà, j'ai assez vite, je suis assez vite passé à autre chose. Il y a la dimension critique négative chez Evola, pour moi, est beaucoup trop forte, et en plus, je trouve qu'il a vraiment tendance à jeter un peu le bébé avec l'eau du bain. Et il y a un peu ce côté, un peu comme chez Guénon, à tout envoyer chier de l'Occident et à tout vouloir rebooter entre guillemets de fond en comble, une espèce de reset total. Et quand tu sais que, enfin, qui est totalement excessif, et quand tu sais que le mec a fini sa vie en tétraplégique, a insulté sa bonne dans son appartement à Ouais. Rome, et en lui parlant qu'en allemand en plus, non mais c'est un peu pathétique, tu vois, hein, le mec Ah ouais, non, tellement, mais ça, moi, ya là 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 là, il a fini euh, sa vie genre, tétraplégique comme une merde. Enfin, je finis dans son fauteuil roulant, a insulté sa bonne italienne en allemand parce qu'il avait eu la colonne fracassée pendant un bombardement en 45 ou au début 45 à Vienne, en Autriche. hmm. Alors que le mec farfouillait là, si tu veux. Voilà. Deuxième chose qui me fait mettre un petit bémol à la qualité de l'œuvre d'Evola, c'est que sur le plan humain, le type se la joue guerrier de la mort, hyperboréen, invincible. Sauf que son fait de gloire en tant que guerrier, c'est que pendant la première mondiale, déjà le mec s'est engagé pour l'Italie, hein, l'Italie qui s'est battue comme une pute avec les empires centraux, enfin qui a fait n'importe quoi sans aucune véritable raison, on va dire, d'ordre patriotique. Ça a été encore pire que la manipulation chez les Français et les Allemands, si tu veux, hein, la guerre des Italiens en 14-18. Et donc, et voilà, s'est engagé un grand chevalier dans l'artillerie. L'artillerie, si tu veux, Hmm. t'es au niveau le combat en corps à corps, l'honneur et les duels, et puis l'héroïsme guerrier, t'oublies. Hein. Hmm. Tu t'appuies sur un bouton, tu fais dégueuler tes obus, puis t'attends que la fumée se dissipe. Oh non, mais une autre, ouais, vas-y, on rectifie le tir, ouais, super, machin. Bon, les mecs qui se battent, ils sont loin, tu vois. Donc, et voilà un moment mollo. Ouais, ben, je suis assez d'accord avec toi en fait, hein. Moi, c'était vraiment, par contre, cet ouvrage-là par rapport au bouddhisme qui était Oui, 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 vraiment oui. bien. Mais Il y a des après, choses que c'est vrai que j'apprécie dans chez lui. l'ensemble, moi, je suis comme toi, je suis assez critique envers Evola. C'est pour ça, Ouais, ça moi, en pousse pas fait, loin. quand je dis j'aime bien un tel, j'aime bien ce bouquin-là, ça veut pas dire qu'il faut tout prendre. Encore une fois, il faut sortir de la dualité. Faut comprendre que voilà, on peut dire Guénon, c'est bien, ça veut pas dire qu'on adhère à tout ce qu'a dit Guénon. Et pareil pour Voilà, voilà, Evola. voilà. Moi, c'est pareil, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, Oleg, tu critiques le paganisme romain. C'est comme si c'était un paganisme déjà, alors que tu sais que Ouais, paganisme, ça vient de ouais, ouais. paganus qui veut dire paysan, qui a un rapport avec la campagne, alors que les Romains, c'est eux qui ont installé des villes partout, quoi. C'est des Ouais, citadins, bref. tout à Et fait. ouais, donc parce que j'ai eu pas mal de gens au départ qui ont eu du mal à comprendre ça. Ils me disaient, ouais, toi qui citais Julius Evola pour sa doctrine de l'éveil, il aime bien l'Empire romain. Et je dis, mais Ah, justement, évidemment qu'il aime bien l'Empire romain, ce con. donc preuve supplémentaire qui va dans ton sens, hein, Alexandre. Hein. Julius Bah, Evola, il y a du bon et il y a des trucs à prendre et des trucs à laisser. Parce que Julius ah non, Evola, c'est un mais mec, bon, c'est un intellectuel, mais au final, il est pas ultra cohérent. Et à un non, moment c'est ça. donné, il a fait de la lèche à Rome, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Si tu veux être auteur et Ouais, voilà. vendre, il faut que tu sois coquiné avec l'État. Voilà, Donc voilà, voilà, voilà. en Italie, Rome c'est bien vu, le fascisme c'est pas trop mal vu. Donc il a été pour pouvoir, parce qu'il a dit des trucs quand même vachement intéressants aussi. Il a fait pas mal de débroussages aussi. Attention, il a fait quelques révélations. Mais après au Oui, oui, final, oui. comme beaucoup, il rejoint le système
Et Oui, donc, voilà. il va encenser l'Empire romain parce qu'il est italien, parce que il y a à l'époque, nous, ce qu'on peut faire là, c'est vraiment grâce à l'Internet. Mais sans ça, à l'époque, un auteur, il était obligé de sucer l'État, quoi. Donc, c'est ce que Mais je disais à non, ces gens-là. Et voilà, ils mais suçaient non. l'État. Oui, oui, non, mais il a sucé les queues circoncises des palais parce qu'il a fait ce choix. Hein, en France, un mec comme Drieux-La Rochelle ou quelques autres, ou Raymond Abellio, genre, t'inquiète, ils ont taillé des pipes à personne, hein, Hmm. pour sortir leurs œuvres. Et ils ont cartonné au niveau où ils devaient cartonner, si tu veux. Hmm. Un mec comme Drieux, pour le coup, le feu, hein, il l'a connu, lui. Et voilà, s'il avait vraiment voulu jouer son guerrier à fond, il serait engagé dans l'infanterie, d'accord, à pied, en première ligne, et pas dans l'artillerie. Voilà. Après, il a eu cette période dadaïste, il se piquait de peinture et d'art surréaliste. Il a fréquenté autant de femmes qu'il l'a pu, et après il s'est mis à faire effectivement sa chienne bourgeoise, voilà, à encenser cette espèce de dictature mais dégénérée de Mussolini, une espèce d'alliance sordide entre les bourgeois et les catholiques, mais sur le dos pour le coup, sur le dos des socialistes, hein, sur le dos des travailleurs, sur le dos du prolétariat, sur le fascisme, c'est Hmm. une daube, c'est une merde, c'est une saloperie sans nom. Voilà, Hmm. c'est ni plus ni moins que le bon vieux racisme, la bonne vieille hypocrisie pharisienne, catholique, bourgeoise, capitaliste, travestie et repeinte avec les valeurs d'honneur, d'ordre, de tradition, de Hmm. virilité romaine. Là, ils ont fait que galvauder, récupérer les valeurs pour le coup européennes antiques. Hein, les nazis ont fait bien pire dans ce délire, mais le tout au service de l'exact inverse, qui était toujours voilà la décadence et le pourrissement et le mensonge et la corruption Hmm. romaine classique, Ouais. quoi, tu vois. Le fascisme et le nazisme, ça a été ce piège-là. Hein. C'est-à-dire Euh, qu'ils ont dit des choses et voilà, il était à fond résonnent, dans ce piège. Il a certaines jamais choses. rien capté, quoi. Ouais. Il a dit des choses vraies qui résonnent, mais après, dans les actes derrière, c'est pas du tout cohérent avec ce qu'il Mais prétend non, représenter. Je suis d'accord, je suis mais rien assez du tout. d'accord. Ou alors, Ouais. enfin, cela étant dit, Evola s'assumait comme raciste, esclavagiste, misogyne. À ce niveau-là, le mec, bon, à un moment, c'est assumé, on peut lui reconnaître ça. Hein, il méprise tout le monde, il y a que les blancs qui tiennent la route, Voilà, ça, le ça, c'est reste, le la genre de femme. truc que j'appréciais. C'est pour ça que moi, j'ai pas lu énormément d'Evola, j'ai lu que les meilleurs passages. Ouais, voilà, Mais tu vois, enfin, c'est bon, la quoi. doctrine de l'éveil, ça va, c'est un ouvrage qui est propre, qui est pas fasciste, esclavagiste. Mais je savais qu'il avait des connivences avec Rome, et c'est pour ça d'ailleurs que d'habitude, je n'en parle pas de cet auteur. Et que Voilà. Bon, je on vais en a fait un parler. quart d'heure, On ça va fermer suffira. la parenthèse. Moi, c'était vraiment pour la doctrine de l'éveil, qui était vraiment un bouquin, moi, qui m'a marqué. Parce qu'il n'a pas fait que du caca. Il avait quand même des éclairs de génie par moment aussi, je pense. Bref. Mais c'est vrai que dans les actes, ouais, je m'y retrouve pas du tout. Hein. Moi, je suis totalement. Bah, un hyperboréen, c'est quelqu'un qui est opposé déjà au concept d'État. Donc, totalement antifasciste, mais authentique, quoi. Déjà, ça, Mhm. c'est clair. Voilà. Anti-esclavagiste, antifasciste, c'est obligatoire, puisque on est opposé à la notion même d'État. On veut la liberté intérieure et, et donc c'est pour ça qu'on est contre les grands pouvoirs. Donc déjà, fasciste, vous pouvez aller voir où je pense. Ah Quand ouais, on est non. vraiment dans la tradition, on est totalement opposé à ça. Quoi. En fait, il y a deux polarités. Quoi. Tu vois, et nous, on est la polarité inverse de toutes les valeurs qui vont permettre de construire un État. Quoi. Euh, Je te suis jusqu'à un certain point, Oleg, parce que moi perso, je suis opposé à rien ni personne. Ou alors, si tu te considères comme opposé à telle ou telle chose, ça, il faut aussi que tu reconnaisses que tu es complémentaire de telle ou telle chose, parce que qui dit opposition dit complémentarité, d'accord. Donc moi, la logique étatique, la logique autoritaire, cette logique de matrice et ainsi de suite, je suis ni pour ni contre. Pour l'instant, je la subis, si tu veux. Donc je suis tolérant, je la tolère. Hein, tolérer, ça veut dire supporter, ça veut dire encaisser. Donc on ferme sa gueule, on prend sur soi, puis on attend pour voir ce qui va se passer. Hein. Donc cette logique-là, je suis pas contre, hein, je suis pas opposé. À un moment, je la connais, je l'ai subie, je l'ai appréciée et j'y ai adhéré à mon tour, parce que ma petite période hein, un peu facho à 2 balles, à 20-25 ans, j'ai connu vite fait aussi, tu vois, avant de passer voilà, chez les rouges, puis chez les noirs, enfin bref, j'ai fait un peu le tour de l'échiquier quand même, histoire de savoir de quoi je parlais. Mais cette logique-là, j'ai appris à la connaître, j'ai appris à l'apprécier et j'ai appris à ne pas l'aimer également pour ce qu'elle était, et ce qu'elle pouvait me porter ou pas, et puis en fonction des fruits qu'elle avait eu au fil du temps, si tu veux. Donc, je suis pas opposé, par contre, j'y suis indifférent. La logique étatique m'est étrangère. Comme tu dis bien, ce n'est pas ma tradition, ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas notre façon de gérer la liberté du groupe, la sécurité, l'égalité, la fraternité, la cohérence et le bonheur du groupe, de la collectivité. Pour moi, pour nous, ne dépend surtout pas
de l'État, ni encore moins d'une église, ni d'aucune institution extérieure. Voilà, elle réside en nous. Là, on est dans la tradition, quoi. Et ce qu'on sent aussi quand on lit ton livre, c'est que, tout comme moi d'ailleurs, en fait, par rapport à la Révolution française et à l'avènement de la République, il y a quand même eu pas mal de choses positives, même très positives dans cette révolution, même s'il y a eu des choses abominables aussi qui se sont passées, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est intéressant de voir que, bah, dans ton livre, hein, tu le dis bien, les belles valeurs de la République, elles étaient en germe dans le catharisme, elles étaient en germe chez les Vikings. Mais ce sont les nôtres. Et il ne faut pas les rejeter frontalement comme le font justement les dominants du paradigme alternatif sur Internet qui sont qui voient tout de façon binaire en disant bah voilà, avant la Révolution, il y avait l'Église. Voilà, ils sont dans un binaire absolument affligeant et c'est toujours pour eux toujours tous les problèmes viennent de la Révolution. Le problème c'est les Lumières, le problème c'est ceci. Les Lumières sont pas parfaites, mais arrêtez de tout jeter, arrêtez d'être binaire. Dans l'Église, effectivement, tu avais des valeurs familiales qui sont en train de disparaître, mais tout juste. Hein, on peut pas dire que les valeurs familiales ont disparu en 1789 non plus. Parce que eux, c'est ce qu'ils nous font croire, tu vois. Mais parce qu'ils sont dans le dualisme, en fait. C'est cette façon toujours de tout rejeter ou tout accepter d'une idéologie. Et c'est ça qui est pas bon, tu vois. D'un phénomène ou d'une situation quelconque, genre ça c'est tout mal et puis avant c'était tout mieux, genre non voilà, ça c'est une erreur de méthode, hein. Là on est dans la technique pure, c'est même pas à dire c'est bien, c'est mal, c'est con, j'aime pas, hein. C'est purement technique. Si tu ne sais pas faire la part des choses, mais t'es foutu, tu ne comprendras jamais rien. Donc la Révolution française, ouais, il y a eu un max de saloperies, d'ordures et tout ce que tu veux, mais justement parce qu'elle portait en elle une lumière, une étincelle, mon pote, mais d'intelligence et d'amour et de beauté et d'honneur, que justement l'ombre a voulu phagocyter, s'approprier, parce qu'elle ne pouvait pas l'éteindre, elle a tout fait pour s'approprier. Mais comme ils ont toujours fait au cours de l'histoire, si tu veux. À un moment, les valeurs de la République, moi j'achète. C'est pas pour rien que j'ai le drapeau tricolore derrière moi, nom de Dieu. Ça, j'assume et jusqu'à la mort. L'esprit français, dans ce qu'il a de positif, c'est l'héritier de l'esprit cathare, c'est l'héritier de l'esprit chrétien, christique, authentique, c'est l'héritier de l'esprit celtique, nordique. D'accord ? La liberté, l'égalité, la fraternité. Tu proposes ça à n'importe quel viking ou normand du 8e siècle ou du 5e siècle avant Jésus-Christ, le mec il adhère, hein, il dit bah ouais les gars, oui, qu'est-ce que vous croyez, nous on est libres, nous on est égaux entre eux, et en plus on est fraternels, justement parce qu'on est libres et égaux entre nous, donc on est tous frères. Hein? Et oh, les modernes là, on a réinventé l'eau chaude, gars, tu vois, on a juste réinventé l'eau chaude. Mais la putain de devise républicaine, ouais, moi j'adhère, sans déconner quoi. Et à un moment, ceux qui te disent c'est utopique, putain, l'autre compte banquier un jour qui me dit non mais ça c'est utopique comme monsieur Roger, liberté, égalité, fraternité, c'est une utopie, putain mais espèce de connard, c'est utopique pour toi, ouais, de quoi tu me parles? T'as jamais essayé d'appliquer dans ta putain de vie à la con la liberté? T'as jamais essayé d'être libre? T'as jamais essayé d'être l'égal des autres? T'as jamais essayé d'être frère avec les autres, au moins avec tes potes ou tes proches? Alors évidemment, c'est une utopie, connard. Bah reste dans ton voiture, reste-y quoi. Mais à un moment, viens pas me gâcher la soupe, moi, en me disant que ça marche pas, que c'est pas possible, parce que moi je le fais, d'accord. Moi je m'y applique. Et ouais, moi je suis libre, moi je suis égal, moi je suis fraternel. Voilà. À un moment, c'est un choix. La devise qui est sur le fronton de toutes nos mairies, de toutes nos putains de communes de France, elle appartient à tout le monde et il appartient à chacun de se l'approprier, de l'appliquer et de l'assumer. Encore une fois, juste fais-le. Et si tu te contentes de regarder en disant ils nous ont menti, ils nous ont trahi, ils l'ont jamais fait, bah oui, bah écoute, continue à faire ta victime et puis tu vas continuer à te la faire mettre, il n'y a pas de souci quoi. Et encore une fois, c'est un choix quoi. Mais moi, la République, la Révolution française, Rousseau, Robespierre, Saint-Just, il n'y a pas de souci, c'est des frangins quoi. Ouais. Et donc ça, c'est important, voilà, de toujours trier le bon grain de livret et pas être dans une logique duale, hein, c'est clair. Mais le problème de ces gens qui critiquent la République, c'est des gens en fait qui sont dans une structure mentale où ils attendent tout de l'extérieur. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans leur vie, ils vont montrer du doigt comme responsable, par exemple, la République. Ils vont dire voilà, c'est de la faute de la République. Parce qu'en fait, c'est des gens qui, au niveau cérébral, ils ont perdu la connexion avec eux-mêmes. C'est sur eux-mêmes qu'il faut qu'ils appliquent ça. Et... À un niveau mental, moral, simplement. Voilà. Pardon. À un niveau moral, mental. Pourquoi est-ce que tu vas aller te plaindre ou chercher à compenser ta carence ou ton insuffisance auprès de l'extérieur?
Genre, papa l'État, maman la Sécu, maman l'Église, pourquoi je suis malheureux? Donnez-moi du bon, du bon nanan. Mais parce que t'as juste pas la putain de force et d'autorité en toi-même pour aller chercher en toi-même les réponses à ta question. Pourquoi les gens se tournent vers une autorité extérieure? Parce qu'ils n'ont pas d'autorité intérieure. Voilà. D'accord? Et Ils n'ont l'autorité aucune autorité intérieure, sur eux-mêmes. exactement, je suis tout à fait d'accord. Et l'autorité intérieure, quelque part, c'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur, c'est comme une flamme, c'est comme un feu. Et en cela, le feu et le soleil, hein, il y a un rapprochement évident. Et quand Un feu tout, maîtrisé. oui, tout à Un fait, feu, un, f- la torche est un la feu chose maîtrisé. qui maîtrise le feu. Un feu maîtrisé, oui, voilà. Voilà, Enfin, un feu maîtrisé. Et cette le énergie, symbolisme de la forge. ce feu qui est à la source de la vie et qui nous provient en premier lieu du soleil, c'est Hum, ça, respecter l'ordre naturel des choses et de la vie, c'est que ça vient d'abord d'en haut, la vie et ce feu. Et il est intéressant justement de voir que nous, Nordiques, le feu, euh, le soleil, c'est vraiment la chose, on va dire, centrale, hein. Chez vous aussi, vous avez la croix solaire, la croix cosmique solaire. Et puis j'ai remarqué que, alors vous par contre, vous faites des baptêmes aussi. Par contre, contrairement au baptême des cathos, qui est fait avec de l'eau, vous c'est un baptême du feu. Tu peux nous expliquer un petit peu le concept? Alors déjà, quand tu dis vous faites, non, parce que je n'ai jamais pratiqué moi-même de baptême de feu, donc j'ai beau être d'origine cathare, j'ai pas non plus d'église et je suis pas en toche blanche à faire des baptêmes, tu vois, donc ça non. Alors ce que les cathares faisaient, c'est pas le baptême d'eau, effectivement, ils en avaient rien à foutre, c'est un baptême de feu. Alors le baptême d'eau, déjà, ça aussi, on peut commencer par rappeler qu'à une certaine époque, chez les Esséniens, hein, t'en parles un peu, en rappelant d'ailleurs, bravo, que c'était des Celtes, hein, des Gaulois, mais Ouais. les Esséniens, donc qui est la communauté d'origine de Jésus-Christ, enfin je veux dire Johann de Goth, le Baptiste et ainsi de suite, le baptême d'eau, t'avais la tête immergée entièrement dans la flotte, hein, d'accord, voilà. Ça y est, t'es bon là, blanc. Ah, il bouge encore, attends un peu. Voilà. Là, t'es baptisé, tu vois. Pourquoi il faisait ça? Voilà, il faisait pas ça au nouveau-né, on est bien d'accord. C'est à partir d'un certain âge que tu reçois une initiation pareille. C'est quoi le projet? C'est de te faire approcher effectivement d'un état proche de la syncope. Hein, pour te faire accéder à un état modifié de conscience que tu n'auras pas tous les jours et puis qui va te permettre d'apporter, on va dire, certaines vraies réponses aux questions essentielles que tu n'avais pas encore réussi à te poser ou qui ça va te faire sauter aussi les fausses questions qui t'empêchent de vivre jusqu'alors. Enfin bon, voilà. Donc quelque chose d'un peu, tu vois, d'un peu radical. Donc L'apnée, le vrai quoi. baptême, L'apnée forcée. une apnée, tu frises la syncope, tu frises l'évanouissement, ou tu vois, bon, tu atteins un état un peu limite, hein, un borderline, quelque chose qui va te permettre de connecter, tu vois, de faire péter des paliers, des plafonds, puis Mais qui va te recentrer, quoi, un petit peu. et ben qui va t'aligner, oui, voilà, Mm. te recentrer, voilà. Donc le baptême d'eau à l'ancienne, chez les cathos, gna, 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 tu peux te douter que c'est de la guignolade, cependant jusqu'à ce point où il faut quand même savoir que ces connards, quand ils te font là ça là sur le front là, tu sais, avec le pouce là mouillé là. Ils font ça au nouveau-né, ces ordures, hein, évidemment, c'est bien fait exprès. C'est une opération de magie noire qui va consister à te fermer le chakra du troisième œil. Hein, d'accord. Voilà. Le mec, Voilà. tac, il fait une, Je m'en il doutais fait une croix. exactement. C'est pour éteindre le feu, en fait. C'est là où Ouais, il je fait voulais une en venir. croix. Le Il fait une baptême croix sur catholique, le quand front. tu mets l'eau exprès ici, c'est pour éteindre le feu potentiel que tu as en toi. Bah, littéralement, techniquement, il verrouille le chakra du troisième œil, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, je dis pas que tous les curés de France et de Navarre en sont conscients, mais il serait peut-être intéressant que ces abrutis se posent la question du sens de leurs gestes. Mais néanmoins, techniquement et de manière opérative, c'est ce qui se passe. Voilà. Ouais. Donc les cathares ne faisaient pas de baptême d'eau, ils s'en branlaient, parce que ça correspond à de la purification. Le baptême d'eau, si tu veux, en termes techniques, pour le coup opératif, ésotérique, correspond à la purification. Or, les cathares, hein, ils étaient un peu barrés là-dedans, parce que c'est un peu le nom qui leur est resté. Les purs, la purification, catharos, les purs. Catharsis, la purification. Eux se purifiaient par ce protocole tout simple, dont on a déjà parlé, qui est la règle de justice et de vérité. C'est-à-dire qu'en étant dans la justice de toi-même et dans la vérité de toi-même, mais H24, quoi que tu fasses, hein, que tu sois au chiottes, à la vaisselle, au travail, entre amis, ou dans en étant H24, juste et vrai avec toi-même, bah, tu te purifies, ouais, parce que tu t'alignes, ou tu te centres, donc nécessairement la lumière descend, l'ombre est dissoute, et tu te purifies, littéralement, rigoureusement. Donc, au bout d'un certain nombre d'années de cette pratique-là, les mecs passaient au baptême de feu. Le consolement. Alors effectivement, imposition des mains. Le baptême de feu, c'est ni plus ni moins qu'un type un peu plus évolué que toi et un peu supérieur en vibration, qui va servir de relais pour que la lumière descende en toi à un niveau de vibration que tu n'avais encore jamais reçu. C'est juste ça.
Et le Ouais. feu, c'est l'esprit, hein. Et Voilà. l'esprit, la grâce, c'est l'amour de la déesse, hein. Là, on est sur un truc. Ça C'est la aussi, je le précise parce vibration, que. la montée, ce qui permet la montée vibratoire, quoi. Mais l'élévation, gars, Ouais. l'élévation. D'accord. C'est une question. C'est aussi simplement et physiquement vibratoire. Je termine avec ça parce que c'est une précision qui est relativement récente et que nous sommes encore assez peu à être en train de faire, mais elle vaut son pesant de brosouf. L'esprit, le feu, c'est l'amour de la déesse. C'est yin. C'est une énergie féminine. L'esprit n'est pas masculin. D'accord. C'est pas yang. Le feu, c'est l'amour de la déesse, c'est vraiment c'est Sophia à l'œuvre rouge, c'est vraiment c'est ça, c'est un peu Jeanne d'Arc, hein, c'est un peu la guerrière parce que bon, la fureur de la déesse, c'est pas n'importe quoi non plus, mais dans la Trinité Catho, Père, Fils, Saint-Esprit, l'esprit, c'est elle, c'est une énergie yin. Et Mm. le baptême de feu consiste à connecter cette énergie-là. Voilà. D'accord. Ah, ok, d'accord. Ouais. L'amour de la déesse mère. D'accord. Ok. Eh ben, sinon, je voulais simplement, peut-être pour finir, comme on parle de tradition nordique, de Qatar, et on a beaucoup de points communs, comparer par rapport à la tradition qu'on va qualifier de romaine, on va dire, euh, le christianisme habituel, malheureusement, parce que, bah là, je voulais profiter de cette petite vidéo avec toi pour bien montrer, essayer de clarifier pour ceux qui nous écoutent, ce qui nous réunifie, mais techniquement, quoi. Et ce qui démontre clairement que on est dans un logiciel totalement différent d'avec la religion romaine. Et ce qui va permettre en fait aux païens de se réconcilier avec les authentiques chrétiens et de comprendre que les chrétiens authentiques n'ont rien à voir avec le christianisme qu'on nous vend depuis des siècles. Parce que les païens ont bien compris aussi, on peut leur reconnaître ça, pour la plupart, en tout cas pour les Nordiques, que les choses doivent venir de l'intérieur et qu'il faut arrêter de demander à un dieu extérieur. Et malheureusement, à cause de l'Église de Rome, ils pensent que c'est ça le christianisme, c'est demander à l'extérieur. Donc on va juste rappeler ce que c'est que les fondamentaux euh, à la fois du judéo-christianisme romain et nos fondamentaux à nous, et on va voir que c'est en fait c'est plutôt diamétralement opposé qu'autre chose. Première chose déjà, chez les Romains, le dieu est extérieur et c'est par des soumissions, tu parlais même de la logique d'offrande des pharisiens, que Mhm. l'on va, entre guillemets, enfin c'est comme ça qu'ils nous promettent le paradis, quoi. Alors que chez nous, que ce soit des Cathares ou des païens nordiques, des Celtes, eh bien, on va chercher à s'élever en vibration, comme tu le disais. Donc, on est vraiment dans quelque chose en fait d'ésotérique, mais qui à l'époque était pas aussi caché et secret, quoi. Et on essaye en fait d'élever l'être, d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs. C'est ça l'élévation spirituelle chrétienne authentique et païenne. Et qu'en fait le christianisme romain n'est pas authentique parce que lui, en fait, il demande des prières et des soumissions à un pseudo dieu punisseur unique. T'es d'accord? Alors, plus ou moins, je vois ce que tu veux dire, mais je ne le dirais pas ainsi. C'est-à-dire que dans la logique yavique, judaïque, romaine, on te vend l'amélioration, le bonheur, la joie, la paix, l'amour, ce que tu veux, en échange de ta soumission, de ton obéissance aveugle, de ta démission totale. C'est-à-dire que il te faut abdiquer de toute responsabilité, de toute souveraineté. Genre, tu n'es pas libre de toi-même, tu ne t'appartiens pas, tu n'as aucune maîtrise sur ta vie, sur ton corps, sur ce que tu veux. Et si tu ne t'en remets pas corps et âme, même pas à Yahvé, hein, mais à ses larbins, c'est-à-dire la curtasse, les fonctionnaires de service, t'as aucune chance, t'es foutu, t'es mort pour une éternité de souffrance. Hein. Je sais pas si tu vois le délire psychotique dans Ouais. lequel les mecs se trouvent. Bon, bref. Alors qu'en face, dans une logique traditionnelle, non, un peu plus normale ou saine, ce n'est que, alors déjà, si tu veux quelque chose, faut commencer par le demander, par le formuler, mais ensuite, donc que ce soit le bonheur, la paix, la santé, la joie, l'amour, la connaissance, peu importe. Mais déjà, tu commences par être conscient effectivement de ce que tu veux et de ce dont tu as vraiment envie, vraiment besoin. Et plutôt que d'aller demander à papa druide ou à maman prêtresse, qu'est-ce que je peux faire, tu vas te donner les moyens d'avancer vers ça par toi-même.
Donc si tu veux la paix, tu vas commencer par éliminer en toi ce qui te met en guerre et en conflit. Si tu veux l'amour, tu vas te demander qui t'aime vraiment et pourquoi qui t'aime pas, et ainsi de suite. Si tu veux la connaissance, bah tu vas te bouger le cul, tu vas aller chercher des gens qui sont un peu plus élevés que toi et tu vas discuter avec eux, et tu vas leur demander conseil. Mais tu ne vas pas aller ramper dans une église obscure et donner de l'argent aux marchands du temple pour qu'ils sacrifient un animal innocent en s'imaginant que cette souffrance sordide va faire plaisir à Dieu et toi t'aideras à avancer. La logique païenne, effectivement, telle que je l'ai connue aussi depuis que je suis petit et que j'ai retrouvé chez les gnostiques, les cathares, les vrais chrétiens, c'est ouais, bouge-toi le cul, prends-toi en main. C'est pas plus compliqué que ça. Et ne demande pas la permission pour aller pisser, parce qu'encore une fois, la logique civique romaine, c'est de demander la permission pour continuer à survivre et à persister dans ce monde de souffrance, d'esclavage totalement officiel et institutionnalisé. C'est déjà se rendre compte que non, ça, j'en veux pas. Moi, je suis libre et ce système, je ne suis pas fait pour vivre dans aucun système que ce soit. Ouais. Voilà, on demande pas la permission pour être. Nous sommes. Déjà. La logique romano-yavique repose sur la peur et la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu l'humanité coupable du péché originel d'Adam et Ève. Enfin, en gros, le mythe du péché originel d'Adam et Ève, c'est que les humains, par nature, génétiquement, depuis nos premiers ancêtres communs, sont tous coupables d'avoir trahi la parole de Dieu et d'avoir fait les cons avec le serpent, et donc, en gros, d'être des salauds. L'humanité, dès le berceau, on lui enseigne, et puis ça s'est transmis dans les gènes, génération après génération, évidemment, leur boulot a consisté à mettre dans la tête et dans les gènes, dans les cellules de tout le monde, que nous étions coupables et salauds de naissance. À ton avis, comment évolue un individu et une société sur des bases pareilles? Genre, bah, il est masochiste, il ne s'aime pas lui-même, il n'a aucune confiance en lui, il n'a aucune assurance, il est incapable de s'aimer, donc il est incapable d'aimer qui que ce soit. Tout à fait. Donc, et d'ailleurs, société... Alexandre, je me permets de couper pour rebondir. C'est exactement la même logique de culpabilité qu'on assène sur les Français athées par la logique vous êtes des privilégiés, vous devez accueillir toute la misère du monde, vous devez donner aux autres, vous êtes des méchants, on entend plus souvent méchants mâles blancs parce que soi-disant on serait des persécuteurs de femmes. Bref, on est français, mais en fait c'est même pas grâce à nous si on a de l'argent parce que tout vient d'Orient, on aurait tout volé en Afrique, ça c'est pas mal aussi. Tu vois cette logique de culpabilité qu'on retrouve dans le gauchisme. De dire, voilà. Les Blancs, vous avez tout volé en Afrique, de toute façon, vous devez accueillir, vous devez donner, quoi qu'il arrive. Les hommes, encore pire, vous êtes méchants avec vos femmes, vous les avez persécutées, vous êtes patriarcaux. On se fait culpabiliser en permanence. C'est exactement la même logique que la logique romaine. Et c'est là où moi je dis que le catholicisme est l'ancêtre du gauchisme. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est la même logique, à ceci près que là aussi, nous, on va quand même s'appliquer à nous-mêmes, les critiques qu'on a faites à Evola et aux autres. Moi, je refuse de jeter le bébé avec l'eau du bain et d'envoyer chier ce discours stupide, parce que il y a une part de vérité qui consiste à dire que oui, l'homme blanc porte en lui un héritage mental patriarcal, misogyne, qui nous appartient à chacun. Genre, pour le coup, c'est un point de vue de mec que je formule là, mais je pense que c'est vrai. On a aussi un petit inventaire, nous, à faire dans notre rapport à la féminité, à l'amour et ainsi de suite, parce que le patriarcat, ça existe, et le patriarcat, on en a quand même pas mal aussi dans la mentalité. Donc, une partie du discours gauchiste ne dit pas que des conneries. L'élément, autre anecdote, mais c'est intéressant quand même, qui consiste à dire, ouais, occidentaux, votre richesse ne vient que du pillage de l'Afrique, c'est vrai. C'est rigoureusement exact. Ah non, donc ça aussi... non, d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Comment tu peux prétendre cela, sachant que je peux prétendre cela qu'est-ce qu'on a volé en Afrique? Bah vas-y, dis-moi ce qu'on a volé en Afrique. Quoi? Mais l'or, le pétrole, le gaz, les métaux rares. Attends, d'accord, maintenant je t'arrête. Je vais juste arrêter 2 secondes. S'il était en Afrique, ce pétrole et cet or, pourquoi les Africains n'en ont rien fait? Mais c'est leur problème, c'est pas une raison pour venir chez eux. Non, c'est pas leur problème, je vais t'expliquer. C'est parce qu'ils n'ont pas... Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, Alexandre. Pour venir chez eux et leur marcher sur la gueule. Laisse-moi finir, Alexandre. Vas-y. Le pétrole, les machins, les Africains n'en ont jamais rien fait parce qu'ils savaient pas quoi en faire. Donc c'est-à-dire que quelque chose ne prend de la valeur que s'il est utilisé. Pas forcément. Donc, bah si tu sais pas utiliser ni le pétrole, si tu donnes pas de valeur à l'or, ça n'en a pas. Mais si tu as l'intelligence pour faire quelque chose avec ce pétrole ou cet or,
là, ça prend de la valeur. Mais quand les premiers colons arrivent en Afrique et puis qui récupèrent toutes ces denrées, toutes ces matières premières, les Africains ignorent totalement qu'ils peuvent faire quelque chose avec. Et les Africains n'auraient probablement jamais rien fait de ces choses-là, donc n'auraient jamais développé de richesse s'il n'y avait pas eu l'intellectuel occidental qui avait su les exploiter. Et c'est ça qu'il faut dire. Je suis désolé, je suis pas du tout d'accord avec ce discours. Nous n'avons rien volé à l'Afrique, rien du tout. Ah si, 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 si. Déjà, tout ce qui est esclavage et colonisation, c'est pas nous, ce sont nos maîtres d'ascendance pharisienne. Mais après, concernant les matières premières, je suis désolé, il faut avoir l'intellect pour les utiliser. Quelque chose que tu comprends pas n'a aucune valeur. Tu peux pas dire, les Africains peuvent pas dire quand les premiers blancs sont arrivés qu'ils ont pris des minerais et des pétroles, ils ont volé. Les Africains n'en avaient rien à faire, ils savaient pas quoi en faire de ce pétrole. Donc il faut arrêter aussi Et de alors au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient ne sait même pas à quoi ça sert le pétrole. C'est nous qui avons tous les ingénieurs et tous les cerveaux, donc c'est nous qui créons la valeur. Donc ça, je suis désolé, je suis absolument pas d'accord avec toi, Alexandre. Voilà. Oleg, c'est pas une raison pour avoir pillé ce pétrole et avoir marché sur la gueule des mecs et continuer de les exploiter encore aujourd'hui parce que Total et compagnie, hein, c'est pas des pharisiens qui font tourner la boutique, hein, c'est des bons petits blancs comme toi et moi, d'accord, qui sont dans une attitude de pur nazi, de pur coloniaux, hein, à se taper des gamines dans les bars de nuit le soir, je te rassure. Hein. Ça, moi, je n'en veux plus. Alors je l'assume parce que c'est des mecs de mon sang et que pour le coup, je suis cohérent et je vais être solidaire jusqu'au bout, même avec cette merde et cette saloperie d'attitude dont je ne veux plus. Mais à un moment, je ne partage pas ça et je ne le cautionne pas. Et oui, je m'éclaire au nucléaire. Oui, alors je me chauffe avec du bois, hein, pas du pétrole. Mais ma bagnole, effectivement, c'est du gasoil qu'il y a dedans. Donc j'assume d'où vient ce putain de pétrole. Mais je ne veux plus que ce pétrole soit extrait dans des conditions aussi sordides, aussi insultantes pour les mecs qui vivent là-bas, qui sont peut-être des Africains. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est des frères comme toi et moi, d'accord? Et on n'a pas à infliger ça, ces conditions de vie-là, à ces gens pour notre putain de petit confort. À un moment, l'énergie libre, ça existe, tu le sais. L'éther, le vril, tu en parles, tu le sais, ça existe. Donc, donnons-nous les moyens d'accéder à ces sources d'énergie gratuites, illimitées, non polluantes, plutôt que d'arrêter d'humilier les peuples des pays. À un moment, tu vois. Après, là, faut sortir de l'émotion parce que, et puis, il faut pas faire d'amalgame. Tout ce que tu viens de décrire là, moi, j'y suis pour rien. Toi non plus. Donc, je suis désolé, nos maîtres, eux, font l'amalgame. Ils vont dire, voilà, c'est l'homme blanc, c'est l'européen. Eux, ils font l'amalgame. C'est-à-dire, eux, ils vont me mettre dans ce panier et ils vont t'y mettre aussi. Alors qu'en réalité, comme tu l'as dit, la réalité des faits, c'est que ça va être 2 ou 3 salopards ou je sais pas combien, peu importe, qui, eux, sont en Afrique, effectivement, ont un sale comportement. Mais ça, c'est pas nous. Faut arrêter les amalgames, tu vois ce que je veux dire. Et après, ok, il faut le mauvais comportement, mais après, je suis désolé. L'Européen ne doit rien à l'Africain de ce point de vue-là. Par rapport aux ressources, il faut savoir les exploiter. Voilà, ça, faut arrêter de nous foutre tout sur le dos. Et même après, tu vas me dire, on exploite des Africains, il y a eu de l'esclavage. Encore une fois, c'est pas mes ancêtres, j'y suis pour rien. D'accord? C'est les esclavagistes qui, moi aussi, mes ancêtres ont été mis en esclavage par les mêmes mecs. Ils nous ont mis au servage, mon ami. Donc, quand ils vont faire ça en Afrique, c'est parce qu'ils l'ont déjà fait en France, d'accord? Donc, on ne confonde pas les élites et les salopards d'en haut. Ah, mais je confonds pas, je te rassure. La globalité de la population européenne, tu vois. Mais je confonds pas, Oleg, mais... C'est qu'ils font l'amalgame. Je sais. Avec tout le monde à chaque fois. Je sais, sauf que tu oublies une chose, c'est que dans ta bagnole pour te déplacer, le pétrole, il vient bien de quelque part. Il a été extrait dans des conditions qui sont indignes. Et encore une fois, tu as utilisé plusieurs fois le terme exploiter ses ressources. Moi, ce terme me dérange parce qu'encore une fois, il dénote une attitude ultra violente, conquérante, arrogante, de s'approprier les ressources. Ah, du pétrole, ben on a qu'à y aller sans demander la permission pour le coup à personne. Mais quand j'ai demandé la permission, c'est pas aux humains, hein. C'est aux lieux, c'est à la nature, c'est à la terre. Est-ce que je peux forer cette putain de nappe de pétrole? Tu vois, tu sais très bien, tu sais mieux que moi que les Celtes ou les Nordiques avant d'arriver sur site, ben voilà, ils consultaient les as, ils faisaient un rituel, une cérémonie pour savoir là c'est bien, là c'est mieux, oui, non, pourquoi, comment, on fait des offrandes et on s'achète le droit de pouvoir exploiter la terre, mais exploiter ce mot-là déjà, tu vois, il y a une part de violence et d'arrogance qui me dérange. Une ressource naturelle, elle ne s'exploite pas, elle se met en valeur. Elle se met en valeur. Et ça, on ne peut le faire qu'en échange et en partenariat avec la nature qui nous l'offre, qui nous le propose, qui nous le permet. Ah non, mais bien sûr, moi, je dis pas que c'est la société rêvée. Hein. Ce que nous faisons là depuis toujours à exploiter ces ressources, mais d'une manière, encore une fois, mais c'est un viol. Hein. Ça revient à violer une femme, hein, ce que nous faisons là. Hein. Par contre, là-dessus, je suis d'accord avec toi, les principes d'exploitation qu'on emploie sont loin d'être
traditionnels et sont pas du tout conformes à la tradition. Là-dessus, on est d'accord. Ouais, mais de toute façon, globalement, on est d'accord sur le principe d'exploitation. Moi, je suis d'accord qu'il y a de l'abus. Hein. Mais là, je parlais pas, si tu veux, du principe d'exploitation. Je parlais de la façon dont nos élites montrent du doigt toujours le même peuple par rapport à. En fait, les élites ont créé un conflit entre les Européens et les Africains en disant les Européens ont tout volé, alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est un système d'exploitation qui est injuste avec tout le monde. Et effectivement, les Africains en payent le prix fort, mais c'est pas le petit plan du quotidien qu'on est responsable. C'est ça que je voulais dire, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et je suis d'accord comme toi que le système d'exploitation, il faut qu'il évolue. Il est absolument abominable. J'en ai parlé encore il y a pas si longtemps avec une pote dans un village à côté qui avait grandi pour le coup en Algérie française et qui a été scandalisé par le discours des intellos, des profs, des journalistes gauchistes qui étaient là à traiter les colons français d'Algérie de putain de racistes, esclavagistes, tortionnaires odieux, alors que les mecs sur place, ils étaient potes avec les musulmans, ils étaient potes avec les juifs, chacun respectait la religion de tout le monde. Et pour le coup, l'Algérie française, ouais, j'ai pas connu et je m'en fous si tu veux, mais tel comme on en a parlé, c'était quand même quelque chose de très sain, de très naturel, de très ordonné, avec des gens simples et droits et honnêtes, qui se respectaient assez eux-mêmes pour respecter le voisin, y compris dans sa tradition musulmane ou hébraïque ou chrétienne, et ça se passait juste putain de bien. Donc encore une fois, qui est venu pour tout foutre en l'air et dresser les gens les uns contre les autres, hein, les jeter dans une haine et les faire se massacrer, se torturer comme des porcs? Qui est venu faire ça et comment? Bah, la fine équipe à Yahvé avec la logique de culpabilisation. Vous êtes des salauds, vous êtes des porcs, rendez-vous compte de ce que vous avez fait, vous devriez avoir honte, vous allez être punis. Ah bon? Bon, bah, on n'a plus qu'à se laisser punir alors. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui continue à se passer. Là, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout à fait. On retrouve toujours donc cette logique de culpabilisation dans ce logiciel romain et aujourd'hui qui on va dire le logiciel gauchiste. Et ensuite, pour revenir au premier point où on parlait de l'autorité intérieure que les gens de tradition cathare ou nordique exercent et veulent exercer, comparé aux religieux qui lui va toujours demander à Dieu, donc demander à l'extérieur. La grosse différence au niveau technique dans on va dire le Panthéon, c'est la manière de concevoir la divinité. La grosse différence technique, c'est que le Celte, le Viking, ne va pas représenter physiquement les dieux, parce que justement, en fait, il les cherche en lui. Alors que chez les Romains, aussi bien dans les églises catholiques où il y a de nombreuses représentations de Jésus ou de saints, on va extérioriser Dieu chez les Romains. C'est-à-dire que Dieu chez les Romains est à l'extérieur. Donc automatiquement, mentalement, ça va mettre l'homme dans une position où il va demander, donc il va finir au bout d'un moment donné par ramper, quoi. Alors que chez les Celtes et j'imagine aussi chez les Cathares, il n'y avait pas de représentation humaine des dieux, justement pour ça, parce qu'en fait l'élévation et les dieux, faut les chercher en nous. Exactement. Voilà. Exactement. Ça, c'est les fondamentaux. Tu l'expliques bien dans ton bouquin en parlant de l'importance chez les Romains de la statuaire, enfin à quel point ils se sont gavés en faisant des statues des dieux partout, puis et quand ils ont conquis la Gaule, qu'ils ont foutu de leurs statues à la con partout pour habituer les gens à ce que à y voir dans ces tas de pierres taillées le dieu, c'est-à-dire la puissance, la force, la qualité divine elle-même. Pour que les mecs se disent ah bah il est là, j'ai qu'à lui demander, tiens, je vais lui caresser le pied, je vais lui offrir une cerise, je vais mettre une bougie, puis hop, tout va s'arranger dans ma vie, tu vois. Alors qu'auparavant les mecs étaient là à se demander bon, quand j'ai besoin de quelque chose pour savoir effectivement pourquoi si ça va pas, pourquoi si ça va et pourquoi et comment et ainsi de suite, tu vas le chercher à l'intérieur, d'accord? T'as pas besoin de, enfin, tu vas chercher au fond de toi, faire le calme et le silence. Là, pour le coup, c'est là que la méditation bouddhique, elle a quand même été ultra utile aux Occidentaux parce qu'elle nous a, je trouve, pas mal appris à faire ce retour sur soi, ce retour à l'intérieur, dans le silence, dans une humilité totale, ou au contraire, hein, dans une force de caractère, j'allais dire d'orgueil, mais encore une fois de rage et de fureur, d'avoir la réponse que tu te poses et de te dire je ne lâcherai pas l'affaire tant que j'aurai pas ma putain de réponse, quelle qu'elle soit. Voilà. Et ça, tu dis ça à un curé, le mec il va te dire t'es possédé, mon pauvre, il faut te... Voilà. Alors que là, pour le coup, c'est une démarche saine, pour le coup, c'est une démarche de feu. Hein. Là, pour le coup, là, le feu, tu l'as ou tu l'as pas. Bon, mais ça va te conduire un peu à te, tiens, voilà,
à te consumer. Et tu vas consumer les questions qui t'agitent, qui t'obsèdent. Et de cette consommation vont émerger des éléments de réponse, quoi. Mais encore une fois, voilà, l'empereur romain, qui à bout de moment, il s'est fait désigner comme un dieu, le mec. Hein. Cherchez plus, c'est moi, il est là, voici Dieu. T'as vu, j'ai une couronne de laurier, hein, ça fait classe. Hein. Forcément, les mecs autour, ils font comment? Ok, t'es Dieu, bon bah super, on a plus besoin, on peut se lâcher. Hein, si j'ai une question, je demande à ta curtasse, à ton clergé, à tes fonctionnaires. Voilà, ça me coûtera tant, ils me feront faire des sacrifices sanglants, machin, mais voilà, super, c'est bon, Dieu est sur terre, il habite à côté de chez moi, je suis content, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, mais sur l'âge mental des mecs? L'âge mental des mecs pour en arriver là, si tu veux, les Romains, mais c'est d'une puérilité, ces mecs-là, je te jure, c'est hallucinant, quoi. On est d'accord, Alexandre. Pour nous, le vrai clivage, c'est vraiment tout ce qui va être religion romaine. Et de l'autre côté, on va avoir tout ce qui va être tradition authentique à racines hyperboréennes, dont le vrai christianisme, dont la tradition celto-nordique. Le clivage, Oleg, il est extérieur-intérieur. Voilà, exactement, extérieur-intérieur. Par rapport on cherche à l'intérieur alors qu'eux cherchent à l'extérieur. Voilà. Alors, autre critère essentiel qui va être que dans la logique romaine, t'es focalisé sur la quantité. Hein, combien de ou quelle durée de prière, ou combien de prières, quelle quantité de combien d'argent ça coûte combien? Il faut que je crache au bassinet pour sauver mon âme. Tiens, bon. Voilà, donc la quantité, alors que dans une logique traditionnelle, hein, authentique, c'est la qualité. Ouais. C'est non pas la quantité, c'est la qualité. C'est-à-dire, non pas le nombre de picaillons que je lâche, mais si je lâche un seul picaillon d'1 centime, mais en y mettant dedans mais toute ma rage, tout mon amour, toute ma foi, tout ce que tu veux, ce truc-là, mais il vaut tout l'or du monde et t'as fait le boulot. Et ça aussi, c'est un truc qui métabolise au fur et à mesure dans ta vie de tous les jours et qui va réellement contribuer à, je dis pas changer ta vie du jour au lendemain, faut rater de, hein, mais qui va vraiment contribuer à faire apparaître des changements dans ta façon de voir, dans ton rapport aux choses, dans ton rapport aux autres, dans ton rapport à toi-même, parce que tu privilégies toujours la qualité à la quantité. Ouais, tout à fait. Parce que le but, c'est vraiment de t'élever vibratoirement, et cette vibration, c'est l'énergie, on va dire, éthérique, l'énergie subtile, et c'est de l'énergie qui vient du soleil. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans le culte solaire, c'est parce qu'on veut s'élever en vibration, donc en fait, au niveau vibratoire, on veut se rapprocher quelque part du soleil, on veut allumer la flamme, on veut allumer le soleil en nous, réveiller la glande pinéale dont tu disais tout à l'heure que les curés, en mettant leurs doigts mouillés au baptême, en fait, faisaient de la magie noire pour l'endormir, quoi. Donc, la fermer, ouais. On voit vraiment que les Romains vont vraiment jouer le rôle de verrou en empêchant les gens justement de s'élever en vibration pour en faire des esclaves, quoi. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Donc c'est ça qu'il faut voir dans le culte solaire, les amis, c'est cette idée que l'homme a envie de s'élever, envie de grandir, tu vois, spirituellement. C'est ça qu'il faut voir dans le culte solaire. C'est pas une adoration stupide où on dirait ah oh soleil donne-moi ça, c'est parce que tu vois on peut toujours tourner les choses comme l'on veut, et c'est là où je veux insister sur le culte solaire. C'est pas une idolâtrie du soleil où tout le monde va se mettre à genoux, va faire des offrandes, parce que même là on pourrait rentrer, il y a eu des dérives des cultes solaires où il y a eu parfois des sacrifices humains soi-disant pour le soleil, mais ça c'est des dérives encore une fois de la logique de l'équipe dont on a parlé. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, les gens, c'est soleil ou pas, il faut comprendre quelle est l'approche, quelle est la symbolique du soleil. C'est vraiment une élévation en vibration, et c'est pas une idolâtrie. Vraiment, l'ennemi, c'est l'idolâtrie. Alors déjà, il y a une erreur à éviter qui est l'idolâtrie, ça c'est certain, mais je trouve on pourrait dire à la rigueur que cette erreur se trouve en germe dans le terme même de culte que tu as employé plusieurs fois. C'est vrai. J'ai plutôt tendance, pour ma part, à parler de référence au soleil ou connexion au soleil. Et encore une fois, toujours se demander, pour éviter de tomber dans l'idolâtrie et dans l'infantilisme, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Donc dans le soleil, ok, je veux bien, hein, pourquoi pas, hein, il est là, c'est super, ça chauffe, ça brûle, ça a de la gueule. Je cherche quoi là-dedans, moi? Qu'est-ce que ça me raconte? Donc le soleil, c'est quoi? C'est la lumière. La lumière, ça fait quoi? Ça éclaire.
Soyons techniques, hein, soyons simples, soyons. La lumière, ça éclaire, donc j'y vois, c'est sympa déjà, ça va, ok, merci, ouais, je veux bien, ouais, j'achète. Ça chauffe. D'accord, ça chauffe. Tu remarqueras, ça fait un peu de physique, que tout ce qui chauffe s'élève. Hein, l'air chaud se dilate, c'est comme ça qu'on fait des mongolières. Voilà. Donc tu me parlais d'élévation, tu en as beaucoup parlé. Comment on s'élève? Par la chaleur, c'est-à-dire par la lumière, c'est-à-dire par le feu, c'est-à-dire par le soleil. Donc voilà ce à quoi peut conduire un culte ou une référence ou une démarche de religiosité ou de spiritualité cohérente et autonome. L'élévation, ouais, mais techniquement, c'est quoi? C'est un truc qui monte parce qu'il a été chauffé, et il a été chauffé parce qu'il a été éclairé, il a été éclairé parce qu'il y a eu une petite étincelle d'allumé au départ. Alors, du moment où tu allumé l'étincelle au départ, que ce soit en regardant le soleil, ou que ce soit en lisant un livre, ou que ce soit en regardant un truc sur YouTube qui t'a scotché, ou n'importe quoi, du moment où l'étincelle est allumée, c'est bon, ça y est, ton dirigeable, il commence à décoller, quoi. Mais le soleil, il va servir à ça. Il y avait cette phrase merveilleuse que je cite d'Abellio à la fin du bouquin sur Montségur, qu'à un moment, c'est quoi un rituel soleil ou une initiation solaire? Ça consiste à prendre conscience que la lumière est une et que nous sommes tous faits de lumière. Tout à fait. Ça aussi, c'est une petite prise de conscience qui peut être assez décisive. C'est aussi simple et aussi couillon que de dire, comme ce bon physicien, là, Trinh Xuan Tuan, qui dit: nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Mais c'est juste putain de vrai, et c'est magnifique. Nous sommes tous du carbone et de l'hydrogène et de l'oxygène qui a pété du cœur de nébuleuses et de pulsars et de quasars absolument mais dantesques et inimaginables. Bzzzt. C'est nous tout ça. Tiens, c'est de la pure lumière amalgamée et mise en forme et ordonnée pour donner ce corps, cet ordi, et ainsi de suite. Enfin, voilà, on peut en parler pendant des plombes, mais ça, une fois que tu l'as formulé, conscientisé, mentalisé, puis que tu l'intègres, t'inquiète que ça aussi, ça agit. Mais c'est à cultiver. C'est à cultiver. La lumière, c'est comme tout, ça s'entretient. Une bougie, quand elle vacille, il faut la rallumer. Enfin, ton feu, il faut l'entretenir. Voilà. Mais c'est ces prises de conscience-là que oui, nous sommes lumière, oui, nous sommes amour, oui, nous sommes beauté et intelligence, et nous sommes voulus pour être beaux, intelligents et forts, et dire ce que nous avons à dire. Voilà, ce monde en a besoin. Et nous aussi. Ouais, c'est clair. Bon, Alexandre, je te remercie de m'avoir donné cette interview, d'avoir fait cette critique positive de mon livre. J'espère que tu as apprécié ce que j'ai dit de ton livre aussi. Je sais pas si tu as peut-être un mot à rajouter. Qu'est-ce qui te... Là, avant de conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire? Je te remercie, Oleg. Moi aussi, je suis vraiment content. J'ai adoré ton bouquin, j'ai adoré la démarche. Enfin, on a le même esprit, il n'y a pas de souci, quoi. Je me suis retrouvé à plein de niveaux dans cette lecture, même de maintenant ou de quand j'étais plus jeune. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. On se sent moins seul. Et c'est pour ça qu'on le fait, si tu veux. Là, il y a un vrai travail d'équipe, même si on se connaît pas, qu'on habite à 1000 bornes d'écart. Ça fait 2 fois qu'on discute ensemble sur Internet, et franchement, continuons parce que ça mérite. Moi, ça me fait un bien fou, et ça, je t'ai dit, j'ai vachement flippé, je continue à flipper encore de prendre la parole en public, mais ça me fait un bien fou, donc ça me donne envie de continuer. Et voilà, c'est ce que je viens de te dire. Plus nous nous prêterons à ce petit jeu-là, et en nous éclatant tant qu'à faire au passage, déjà plus ça nous fera du bien à nous, genre soyons égoïstes, oui, vive l'ego, bande de cons, mais un ego bien compris et assumé, donc ouais, je m'éclate, et puis si ça te plaît pas, tu changes de chaîne, tu te casses, voilà. Mais en attendant, on s'éclate, donc on est là pour ça, et d'une, on n'est pas là pour souffrir, on est là pour s'éclater aussi, et de deux, si on peut en plus se rendre service l'un à l'autre, et par surcroît, par bonheur, à X ou X personnes qui va assister à cet entretien, vas-y mon gars, ça va. On a fait le boulot. Puis merci, voilà, fraternité nordico-occitane, il n'y a pas de souci. Yeah. Ouais. Quand on voit la croix occitane derrière toi, on voit bien en fait que c'est une croix celtique auquel le cercle autour a été enlevé, mais on voit bien que ta croix en fait, elle veut faire un cercle, quoi. Et ce cercle, c'est ça qui permet l'unité. Et c'est ça la finalité des choses, c'est vraiment de retrouver l'unité, en respectant bien sûr les différences de chacun, mais de s'unir dans un même idéal d'amélioration des choses. On est voilà en pleine époque de l'apocalypse, de la révélation, et
Et moi, c'est ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de tout donner tout ce que je sais pour dévoiler un maximum de choses. Toi aussi, Alexandre, tu as ce feu en toi qui vibre. Donc, quelque part, nous deux, on est un peu l'alliance du feu, hein. La fameuse alliance du feu, d'ailleurs, sur laquelle il y a beaucoup de choses à se dire historiquement, hein. Je rappelle que Bretagne, ça veut dire alliance du feu, hein. Agni, ça veut dire feu. Ouais. Bref, je vais pas aller juste pour mettre l'eau à la bouche s'il y en a qui n'ont pas lu mon livre. Et pour dire donc en gros, pour résumer, moi mon livre c'est un livre, une synthèse à la fois ésotérique, historique, avec un peu de politique au début et à la fin pour relier ça au réel en fait. Et toi ton livre, il y a également l'histoire, on va dire spécifiquement des Cathares, mais toi c'est plus on va dire spécifique, philosophique, ésotérique, et c'est une tradition solaire. Donc c'est pour ça que moi j'encourage tous ceux qui ont apprécié mon livre et tous ceux qui s'intéressent à l'élévation à lire ton livre, parce que pour moi, ils se complémentent parfaitement, tu vois, ces deux livres-là. Toi, je dirais, c'est un niveau ésotérique, je pense, supérieur. En tous les cas, pour moi, c'est intéressant aussi, mais je veux dire, c'est pas l'objet total de mon livre. Toi, c'est vraiment l'axe sujet de mon livre, et c'est vraiment intéressant. Oui. On apprend beaucoup. Et je pense que les deux peuvent se compléter, tu vois, sans problème, quoi. Ah, mais carrément. L'alliance du feu. Alliance du feu, et puis voilà, la sagesse des glaces, avec la sagesse voilà des terres brûlées bien arides qu'on a là dans les Corbières. Enfin bon, voilà, ouais, mais c'est clair, le nord et le sud. Voilà. Et puis encore une fois, hein, moi je suis du côté de Rennes-le-Château, toi t'es en Normandie. Il y a une bonne grosse diagonale du mystère qui relie ces deux régions, et tout ça a du sens. Donc franchement c'est cool, continuons. Et puis j'ai quelques idées en tête à te soumettre, des sujets d'éventuelles prochaines émissions, si tu es d'accord. Ça, on en reparlera. On avait déjà parlé de certaines choses brûlantes en privé. On en reparlera aussi en privé, on va laisser durer le suspense, mais on a des surprises pour vous, les amis. Voilà, continuons camarades. Voilà, continuons. De toute façon, nous sommes deux rameaux d'un même tronc. Voilà, et... Ougdrasil. Voilà. Alors là, félicitations, parce qu'en plus, c'est la prononciation juste. Ougdrasil. Ouais. C'est vrai qu'il y a très peu de gens J'ai eu la chance de l'entendre prononcer par un Suédois, le docteur Kalman, qui s'était bien penché sur le calendrier Maya, tu vois. Le Y se prononce U en norrois, et oui, les amis, donc même moi, quand je vous dis Yggdrasil, c'est pas vrai, c'est Ougdrasil. Vas-y, redis-le. Ougdrasil. 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 Ouais, le Y, ça fait U. C'est comme ça, les amis. Ça fait du bien. Ouais, écoute, un grand merci, Alex. Hein. Donc, à toi, je te Oleg. dis à la prochaine avec un grand plaisir. C'est moi qui te remercie. Salut, mec. À bientôt. Salut, mec. Ciao. Les cheveux ont une utilité réelle. Oui, alors j'ai pas encore poussé la symbolique des cheveux, mais il est clair que les Gaulois, enfin les Celtes étaient chevelus, et c'est les Romains les catholiques qui étaient tondus. Ouais. Donc moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir les cheveux courts, très courts même, et ça commence à me titiller un peu, si tu veux, de voir un peu l'effet que ça fait d'avoir une putain de crinière. Tu sais, les moines catholiques, t'as vu, on leur coupait tous les cheveux qui sont sur le dessus du crâne. La tonsure. Ouais, la tonsure, là. Pour dire, genre, on t'a déchu, tiens, voilà, t'as pu tes beaux cheveux, c'est fini. Il y a un petit côté sacrilège comme ça, hein. Je sais plus qui c'est qui faisait ça, mais cette histoire est assez connue, que quand ils arrivent dans un village, pour humilier les mecs ou les nanas, ils les tombaient. C'est Ougdrasil, le frère primordial. Et de toute façon, bien montrer qu'en fait la division, c'est pas païen contre chrétien, en fait c'est romain contre traditionnel, quoi, contre authentique. Exactement. Hyperboréenne, en fait, parce que les Romains, derrière lesquels tu retrouves Assour. Pour le coup, tu m'as appris un truc, hein, avec Assour et la Syrie, comme bastion des Ishtouistes, comment t'appelles ça? J'avais vu ça encore. Hirchouistes, là, Hirchou, ouais. Le schisme d'Hirchou, c'est le premier schisme, en fait, qui est répertorié souvent dans les sociétés ésotériques, qui a eu lieu en Inde, et après, c'est Assour, Assyrie, Babylone, enfin... Tout le bordel a commencé là-bas, quoi. Et Rome, mais voilà. Et Rome, c'est la continuation, en fait. Voilà. C'est ça qui va être intéressant de rappeler, parce que on
on commence à avoir une vision à peu près claire j'allais dire l'ennemi, mais de qui on parle, c'est ceux qui nous font chier depuis toujours. C'est toujours les mêmes qui nous font chier depuis toujours pour les mêmes raisons. Et on sait jamais trop comment les appeler. Tout ça c'est vague. Et du coup là on commence à approcher un peu en précision pour savoir de qui on parle, c'était quoi leur projet à l'origine. Et ça c'est là franchement t'as fait un super boulot là, à ce niveau-là. Bah je te remercie. Ça m'a touché quand tu m'as dit ça. Mais tu veux qu'on commence là ou... Enfin, de toute façon, moi, là, ça tourne. De toute façon, donc, je vais juste dire bonjour.